êtes très nombreux à vous être inscrire. Ça a été un véritable succès, je vous remercie. Je vais vous présenter en quelques mots, monsieur Teilhard qui va animer cette présentation de Parcoursup. Nous avons, je vais le redire ensuite parce que toutes les personnes qui rentrent. Nous avons donc, comme, politique d'enregistrer, c'est pour ça que les caméras sont systématiquement coupées. Vous avez ensuite la possibilité de poser des questions. Alors cette fois-ci, vous allez utiliser le module qui est marqué Q et R, questions et réponses. C'est un module un petit peu différent du chat, de la conversation, mais c'est plus facile pour nous à gérer. Vous posez vos questions par écrit et nous les relayons. Il y aura plusieurs phases de questions et c'est différentes, en fonction des thèmes qui auront été abordés, on relaie les questions. Donc, ne vous inquiétez pas si certaines questions ne sont pas forcément posées au moment, de la première pause qui la suit. Elles seront posées au fur et à mesure en fonction du déroulé. Voilà, on a encore quelques personnes qui rentrent. Je suis désolée pour le petit retard qu'on a pris au début. C'est vrai qu'on a eu un problème de connectique, et de mise en route. Monsieur Teilhard, je vous propose de commencer. Donc, on fera rentrer les personnes au fur et à mesure. Je suis déjà ravie de vous accueillir à nouveau cette année Très pour, bien. cette nouvelle période de Parcoursup. Ce n'est pas la première année qu'on fait des présentations de Parcoursup. On continue, c'est un réel plaisir, puisque finalement, on se rend compte que Parcoursup n'est pas toujours très bien connu et vos présentations ont le mérite de le faire découvrir, de répondre aux questions dont que les parents et les étudiants, les futurs étudiants se posent, et c'est toujours un réel succès. Je vais vous présenter en quelques mots puisque beaucoup de parents ne vous connaissent pas, même si alors vous êtes très discret, j'ai cherché un peu sur internet, mais on ne vous voit pas beaucoup. Vous travaillez au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Vous êtes chef de projet donc, de la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, ce qui se traduit par Parcoursup. Vous avez, je vais utiliser le terme «défendre» parce que c'est vrai que vous défendez Parcoursup, au-delà du fait que c'est vous qui le portez, pour ces grands avantages qu'il présente, même si parfois il est décrié, et d'où l'intérêt de ces webinaires, de façon à apporter des éclaircissements et à lever ces doutes et ces questionnements, que vous avez. Donc je ne vais pas rester très longtemps, je vais vite vous passer, la parole. Je rappelle donc que le webinaire est enregistré, que vous pouvez poser vos questions par le module Q et R, pas le module conversation, et on répondra à vos questions de façon régulière. On va relayer vos questions et elles seront posées par nos soins directement à monsieur Teilhard, qui se fera un plaisir, je n'en doute pas, de vous répondre. Je vous laisse la parole, monsieur Très Teilhard. bien. Merci Merci beaucoup, beaucoup. madame. Merci à toute l'organisation de la PEP pour ce temps d'échange avec les parents en direct. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait un petit PowerPoint qui sert de fil rouge, évidemment, vous l'aurez par les collègues de la PEP, et on ménagera des temps de pause dans l'exposé de manière à ce que vous puissiez poser des questions et qu'on puisse déjà apporter quelques réponses au fil de l'eau à vos interrogations. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite en passant à la slide numéro 2. Voilà. Qu'est-ce que Parcoursup et quels sont les engagements que nous prenons au service des usagers? D'abord, Parcoursup, c'est une offre de formation proposée sur une plateforme unique, une offre de formation riche et diversifiée avec près de 24 000 formations supérieures qui propose
principalement des diplômes nationaux, par exemple les diplômes de licence, de BTS, de bachelor universitaire technologie, un diplôme du travail social, un diplôme d'état d'infirmier, ou alors des diplômes d'établissement validés par l'État, qui sont des diplômes, par exemple le diplôme d'une école d'ingénieur, celui des INSA, le diplôme d'une école de commerce, par exemple l'ESSEC. Vous voyez ce type de formation. On y retrouve, et j'y reviendrai plus tard, à la fois ce qu'on appelle des formations sous statut étudiant, c'est-à-dire dans lequel vous avez 100% de votre temps qui est consacré à de l'apprentissage académique, et puis des formations en apprentissage, qui sont des formations qui, pour le même diplôme, en fait, simplement, vous le préparez de manière alternée, alternant entre des temps d'apprentissage académique et des temps d'expérience pratique auprès d'un employeur, une entreprise, un service public. La priorité de Parcoursup, c'est évidemment de simplifier les démarches des lycéens, vos enfants. Parcoursup, je le rappelle, c'est une seule procédure, un seul dossier à constituer, un seul calendrier applicable tant pour les formations que pour les lycéens et leurs parents. Vous le retrouvez d'ailleurs, j'ai mis le petit doigt qui pointe vers un document Parcoursup en 3 étapes que vous retrouvez sur le site. Il y a un espace ressources sur le site parcoursup.gouv.fr et vous retrouvez ce petit dépliant qui vous permet d'avoir une visibilité complète de ce qu'est la plateforme Parcoursup et de son calendrier. Parcoursup, c'est aussi, pour simplifier l'usage des lycéens et des parents, un cadre de présentation simplifié des formations qui est unique. Je vais vous donner vraiment la différence. Je pense que chacun d'entre vous est allé au moins une fois dans un salon. Quand vous allez dans un salon, il y a un petit effet d'étourdissement qui est lié au fait que quand vous passez d'un stand à un autre, en fait, rien ne se ressemble. Les informations sont dispersées, elles sont en haut à gauche pour l'un, en bas à droite pour l'autre. Les informations importantes sont plus ou moins visibles. Sur Parcoursup, vous n'aurez pas cette difficulté. Tous les éléments sont présentés de la même manière et j'aurai l'occasion de vous le montrer. Enfin, et je vous le dis parce que je pense que c'est important pour les parents, finalement, le choix d'orientation post-bac, c'est à la fois le choix d'une formation au sens, est-ce que je veux faire de l'histoire, de l'économie ou des physiques ou des maths, mais c'est aussi le choix d'un nouvel établissement. Quand vous avez été dans le système scolaire, ben vous avez évidemment école, collège, lycée. Là, vous accédez à une diversité de types de formations et nous avons essayé de mettre en place pour les parents un petit guide qui s'appelle Les bons réflexes pour faire un choix d'établissement de formation. Là aussi, vous le retrouvez dans l'espace ressources du site parcoursup.gouv.fr. Notre principe sur Parcoursup, c'est non seulement de simplifier la tâche des lycéens pour une raison toute simple, c'est que ce que je souhaite, c'est que les lycéens puissent se concentrer sur la seule question qui doit être importante pour eux, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et on sait que cette question peut être difficile. Donc nous les accompagnons, un lycéen n'est jamais seul pour réfléchir et faire ses choix. Il y a un accompagnement évidemment au premier chef, en proximité dans le lycée, personnel d'orientation du lycée, professeurs principaux. Si on peut juste revenir à la slide précédente, pardon, je termine sur le point, professeurs principaux, mais il y a aussi un accompagnement qui se fait à travers les équipes Parcoursup, à travers les réseaux sociaux, à travers la messagerie contact, à travers beaucoup d'outils qui seront mis en place sur Parcoursup de manière à vous accompagner. Les engagements, ils sont évidemment, comme vous le voyez là sur cette slide, les engagements au service de la transparence. La transparence, pourquoi? Parce que l'objectif, c'est que plus les informations sont claires, intelligibles et utiles pour vos enfants, mieux ils sont en capacité de s'orienter, de faire des choix d'orientation, mieux vous êtes en capacité vous-même, parents, de les accompagner. La transparence, c'est plusieurs éléments. C'est à la fois ce cadre commun que j'ai indiqué de manière à ce que tous les critères soient présentés de la même manière, de manière à ce que vous puissiez plus facilement comparer. Et puis je le redis parce que ça fait partie des légendes urbaines qui circulent encore beaucoup. Parcoursup ne fait jamais l'analyse des candidatures. Ce sont bien des enseignants des formations qui vont définir des critères, qui vont examiner le dossier de votre enfant et qui vont faire des propositions auxquelles votre enfant devra répondre. Ça n'est jamais Parcoursup qui fait le travail. Moi, en quelque sorte, je suis un peu comme un messager, c'est-à-dire que je vais rassembler les éléments d'un dossier d'élèves, je vais le transmettre aux enseignants du supérieur, ils vont faire un classement, je vais le récupérer et je le porte à votre connaissance. Voilà la mission de Parcoursup de manière simplifiée. La transparence aussi, c'est des nouveautés que l'on apporte cette année, j'y reviendrai tout à l'heure dans mon propos. Transparence sur le profil des candidats admis, qui est un élément d'appui pour vous permettre de réfléchir au parcours. Quel était le profil des candidats qui ont reçu des propositions dans telle ou telle formation?
quel était le profil, y compris de notes, le profil de parcours scolaire, quelles sont les spécialités qu'ils ont prises s'ils étaient en lycée professionnel, quelle est la série qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient en lycée technologique, quels sont les enseignements de spécialité qui ont été pris par les élèves lorsqu'ils étaient en bac général et quel était leur niveau scolaire. Je crois que là aussi, c'est des questions que vous vous posez, auxquelles on essaie d'apporter des éléments de réponse cette année. Ce sont vraiment des nouveautés. Et puis, on vous apportera aussi de la formation sur les taux d'insertion. Cette année, plus de 75% des formations concernées par Parcoursup auront l'indication de taux d'insertion, de perspective à la suite de la formation. Est-ce que l'on est en emploi? Est-ce que l'on est en poursuite d'études? Est-ce qu'on est dans d'autres types d'activités? Si on peut passer à la slide 4, s'il vous plaît. Voilà, Parcoursup, l'un des enjeux, j'y reviendrai, mais je crois que là aussi, il s'agit de déconstruire des rumeurs ou des idées que vous avez pu entendre et sur lesquelles vous vous interrogez. Lorsque les lycéens formulent des vœux sur la plateforme entre janvier et le mois de mars, j'y reviendrai sur le calendrier, il n'y a aucune obligation de les classer. Pas de hiérarchie à faire pour une raison toute simple, c'est que ce que l'on souhaite, c'est que les candidats puissent s'exprimer à travers leurs vœux sans autocensure. Et on sait que quand on leur demande de classer, eh bien forcément, il y aura une mécanique d'autocensure. Ils seront portés instinctivement à aller choisir en un ce qu'ils pensent pouvoir avoir plutôt que ce qu'ils ont envie d'avoir. Et ça, c'est un peu différent. Et la plateforme Parcoursup, elle est là pour permettre de découvrir des formations, d'être ambitieux, d'être raisonnable aussi, évidemment, mais surtout de pouvoir avoir une grande liberté. Chaque candidat, bien sûr, se prononcera ensuite en fonction des propositions qu'il reçoit et aura le dernier mot pour choisir. Donc autant vous dire que ce que vous avez pu entendre ici ou là en disant Parcoursup m'a affecté à tel endroit, Parcoursup a décidé pour moi de mon avenir. Vous savez, il y a des belles formules que certains utilisent un petit peu comme ça, comme à l'emporte-pièce pour simplement. En fait, c'est faux. C'est toujours le candidat qui a le dernier mot. Donc, s'il n'a pas envie d'aller quelque part, il n'y va pas. Enfin, je veux dire, il faut être assez simple. Mon rôle aussi est aussi de vous aider à anticiper, à comparer les formations entre elles, à participer aux journées portes ouvertes. Et c'est quelque chose que je dirai à plusieurs reprises sans doute dans mon propos. Les informations de Parcoursup sont très, très riches. Il n'y a jamais eu autant d'informations portées à la connaissance des lycéens, mais toute cette information ne remplace jamais le contact humain, la proximité, le contact direct de manière à partager ses impressions, partager son sentiment, partager ses questionnements. Il n'y a jamais de questions idiotes, de questions stupides. Il y a des questions que se posent légitimement leurs lycéens et leurs parents et saisissez-vous des facilités que propose la plateforme Parcoursup pour pouvoir poser ces questions. Parcoursup agit aussi pour l'égalité d'accès et de réussite des étudiants. Nous avons des dispositifs sur la plateforme à la fois pour prioriser l'accès des lycéens boursiers vers l'enseignement supérieur, pour prioriser l'accès des bacheliers professionnels vers les BTS, des bacheliers technologiques vers les IUT, parce que ce sont les formations dans lesquelles ils réussissent le mieux. Nous prenons en compte aussi des situations particulières, je pense notamment aux questions de situation de handicap, des candidats sportifs de haut niveau ou qui sont artistes, mais ça peut aussi être des parcours scolaires particuliers. Je pense aux élèves qui sont dans un bac français international, des élèves qui sont dans un bibac dans une section européenne. Voilà, c'est tous ces dispositifs que nous mettons sur Parcoursup. Si on passe à la slide suivante après avoir pris les engagements, peut-être vous donner une illustration si on y arrive, voilà, là sur la slide 5. Merci. Du calendrier de Parcoursup, il y a trois grandes étapes qui constituent trois saisons. Et je le précise, avec la PEP, nous organiserons donc, là nous sommes dans la première étape qui est à gauche. Et nous faisons ce webinaire aujourd'hui 14 décembre. Nous aurons deux autres webinaires, un organisé, alors je ne sais plus si c'est fin janvier ou début février, mais en tout cas en plein dans la période bleue. Et puis nous en aurons un autre à la fin du mois de mai, dans la dernière semaine du mois de mai, de manière à préparer cette phase qui constitue la troisième étape, la phase d'admission dans laquelle on reçoit les réponses et on décide. Voilà, je reviendrai sur les différentes étapes que vous voyez là s'afficher de manière transversale. Je le rappelle pour tous les parents, ce diaporama est à la fois disponible sur le site parcoursup.gouv.fr et vous retrouvez le calendrier. Vous pouvez même cette année, on a ajouté une petite facilité, deux choses auxquelles je pense à vous le dire dès maintenant. Quand vous allez sur le calendrier de Parcoursup, vous pouvez télécharger le calendrier directement dans votre agenda personnel. Et puis, on a créé une petite liste WhatsApp. Vous retrouverez Parcoursup Info,
une chaîne d'actu WhatsApp pour recevoir toute l'information, les conseils au bon moment. N'hésitez pas à vous y abonner. On a vu le calendrier, on passe à l'étape suivante. Qu'est-ce que ça veut dire s'inscrire sur Parcoursup? S'inscrire sur Parcoursup, vos enfants recevront à partir, je crois que ça sera le 13 janvier, recevront un message sur leur adresse mail que j'ai récupéré au sein de leur lycée pour leur permettre d'activer leur compte sur Parcoursup. Nous utilisons évidemment l'adresse mail qu'ils ont utilisée pour s'inscrire au baccalauréat dans leur lycée et nous leur demanderons de renseigner un numéro de portable pour recevoir les alertes envoyées par la plateforme et l'inscription se fera en croisant le mail avec ce qu'on appelle l'identifiant national élève qui est l'INE, qui est un numéro d'identification que vous retrouvez sur le bulletin scolaire ou le relevé de notes des épreuves anticipées de baccalauréat. Pas de drame si vous ne le retrouvez pas, vous le demandez à la scolarité du lycée. Pour les lycéens français à l'étranger, si certains sont avec nous ce matin, eh bien, l'identifiant correspond au numéro Cyclade de leur inscription au baccalauréat et c'est leur établissement qui leur fournira ce numéro. Conseil aux parents qui est très important. Vous avez la possibilité, évidemment, Parcoursup correspond, c'est à la fois la première démarche administrative que votre enfant va faire en autonomie. C'est important de respecter cette autonomie parce que c'est lui qui construit son avenir. C'est important que vous soyez aussi là, évidemment, pour l'accompagner, le conseiller et participer à cette étape. Vous avez la possibilité, même si c'est le dossier de votre enfant, de renseigner vos numéros de portable, vos numéros de votre adresse mail. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet qu'à chaque fois que j'enverrai un message à votre enfant, vous recevrez exactement le même message et les mêmes alertes. Évidemment, les coordonnées que vous me communiquerez, je n'en ferai rien d'autre que l'utiliser pour échanger avec vous et vous envoyer des messages. Mais on les donnera à personne d'autre, évidemment. Mais je crois que c'est très important cette manière de donner les coordonnées et d'être informé parce que à certains moments de la procédure, vous verrez, on enverra des échéances. On signalera qu'un candidat a reçu une proposition, on lui signalera qu'il lui reste 24 heures pour répondre. Vous voyez à peu près l'intérêt que dans la famille, vous ayez tous partagé cette bonne information de manière à éviter qu'il y ait des oublis volontaire, involontaire, il y a un peu de tout sur la plateforme Parcoursup, mais je crois que c'est une manière de se sécuriser collectivement. Si on passe à la slide suivante, voilà, quelques bons réflexes pour finalement se préparer à Parcoursup, ce sera cette slide et la suivante. D'abord, se préparer, ça veut dire s'informer. S'informer, vous pouvez le faire à travers des sites publics. Alors, je précise parce que moi, ça me paraît important. Évidemment, je comprends que si j'étais coach, j'aurais toujours intérêt à aller vers les familles en leur disant c'est absolument important de prendre un coach, autrement vous en sortirez jamais sur Parcoursup. Ça, c'est de la démarche commerciale. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau sous le soleil et on comprend bien qu'ils préfèrent surfer sur l'angoisse pour justifier leur activité. La réalité, c'est que vous pouvez aller sur les sites publics et vous avez de l'information et ensuite discuter, échanger avec les professionnels dans votre lycée. Je crois qu'il faut vraiment se départir de cette idée qu'il y a besoin d'un coach nécessairement quand on veut aller faire des vœux sur Parcoursup. Les informations, vous les retrouvez à la fois sur le site Avenir de l'ODICEP, avec notamment des informations sur les filières, les formations, les métiers, mais vous retrouvez aussi, évidemment, sur le site parcoursup.gouv.fr, qui propose une carte des formations pour découvrir toutes les formations, et vous pouvez même enregistrer des favoris avec des petits cœurs, comparer les formations entre elles, trouver des contacts utiles, connaître les dates des journées portes ouvertes. Alors, je précise, le site, cette carte des formations que vous voyez, elle est évidemment en ligne en même temps que je vous parle. Le site est entièrement accessible, il est ouvert toute l'année. Ce que nous mettons à jour à partir du 18 décembre, ce sera mercredi prochain, c'est la carte de l'offre de formation de la session 2025. Quand vous allez aujourd'hui, ce matin, sur le site Parcoursup, vous voyez l'offre pour la rentrée 2024. Les formations ont terminé hier soir à minuit, toute la mise à jour des données. Nous le traitons dans les prochains jours et mercredi 18, sans doute en début d'après-midi, on ouvrira la carte des formations 2025 et vous aurez ainsi toute la visibilité. Vous pouvez y aller. Je le dis aussi parce que le site Parcoursup est aussi un site qui peut, évidemment, prioritairement s'intéresser aux élèves de terminale, mais peut aussi intéresser les élèves de seconde et de première. Et on peut,
notamment lorsqu'on enregistre un favori, vous voyez, il y a un petit cœur sur chaque fiche formation, eh bien, vous pouvez vous créer un compte quand on est un élève de première ou de seconde, et il suffit de mettre son adresse mail, il n'y a que cette information à communiquer, et les informations que vous mettrez en favori, les commentaires que vous ferez, évidemment, ils seront conservés, puis le jour où votre enfant est en terminale, il pourra retrouver le compte qui s'est créé. C'est une manière, on l'a développé. L'an dernier, en 2024, il y a eu 193 000 élèves de première et de seconde qui ont ainsi créé un compte directement sur Parcoursup. Deuxième bon réflexe, si on passe à la slide suivante, c'est d'échanger, de se préparer. Échanger, ça peut être le cas à travers, évidemment, la session que nous avons ce matin et que nous organiserons, les 3 sessions que nous organiserons avec la PEP tout au long de l'année et de la session Parcoursup. Mais ça peut être aussi à travers des lives pour poser des questions. Il y a un calendrier des lives qui sera mis à jour d'ici mercredi prochain sur le site parcoursup.gouv.fr. Tous les lives sont enregistrés, donc ils sont rediffusés. On a aussi bien des lives, on va dire, généraux sur la procédure, qu'est-ce que ça veut dire faire des vœux, qu'est-ce que ça veut dire compléter son dossier, mais on en a aussi des lives thématiques, on en organise sur les métiers du travail social, les métiers infirmiers, on en fait sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap, qui est très important, auquel moi je tiens beaucoup, qui sera d'ici la fin du mois de janvier. Toutes ces dates, vous les retrouverez sur le calendrier de Parcoursup dans l'espace ressources sur parcoursup.gouv.fr. Évidemment, si vous vous abonnez aux comptes sociaux de Parcoursup ou à la chaîne AQ WhatsApp que j'ai indiquée, vous aurez aussi ce type d'informations de manière privilégiée. Échanger, ça veut dire aussi le faire pour votre enfant avec les professionnels du lycée, professeur principal, personnel d'orientation. Échanger aussi avec les formations. Il y a beaucoup de journées portes ouvertes organisées. Vous verrez toutes les dates à travers Parcoursup. Et vous pouvez ainsi échanger avec des responsables de formation, que ce soit administratifs, qu'ils soient pédagogiques, des enseignants. Mais aussi, et je crois que c'est utile, d'échanger avec des étudiants ambassadeurs qui finalement ont l'expérience de 1, 2 ou 3 années dans la formation qui intéresse votre enfant. Et je crois que ça peut être vraiment intéressant d'avoir ce dialogue direct. Moi, le retour que j'ai, que l'on fait chaque année, on fait une étude d'opinion auprès des lycéens sur leurs impressions sur Parcoursup. Et ce que l'on voit de manière récurrente, c'est que ces journées portes ouvertes, c'est vraiment un élément qui rassure, un élément qui complète l'information, qui la rend concrète et réelle. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de participer à ces... Et vous avez une petite astuce sur Parcoursup. Quand vous avez une formation en favori que vous avez identifiée et que vous êtes intéressé par la journée porte ouverte, vous pouvez demander à Parcoursup de vous rappeler la date. C'est-à-dire qu'une semaine avant, Parcoursup vous enverra un petit mail en disant voilà, la date de journée porte ouverte que vous aviez et qui vous intéressait, c'est maintenant dans une semaine, pensez-y pour y aller. Préparez-vous aussi à travers les outils de Parcoursup. Il y aura beaucoup, et on est en train de le mettre à jour d'ici mercredi prochain, des quiz, des vidéos tutos, une FAQ extrêmement riche avec un moteur de recherche qui vous permet de trouver toutes les réponses. Et puis un site d'entraînement sur la phase d'admission. J'y reviendrai tout à l'heure. Il sera mis à disposition à partir de la fin du mois de janvier. L'objectif, c'est quoi? C'est parce que Parcoursup fait l'objet souvent de rumeurs, c'est important de vous montrer exactement comment ça fonctionne, y compris pour vous montrer, je dis une petite chose toute simple, c'est, vous savez, on a des fois l'impression que sur les sites, j'ouvre une porte, c'est comme dans les jeux vidéo, j'ouvre une porte et je tombe dans un trou. Ça n'est pas la réalité sur Parcoursup. À chaque fois que votre enfant décide quelque chose, on lui demande de confirmer si c'est bien ce qu'il a voulu faire. Voilà, on a évidemment l'expérience du contact avec les usagers et en particulier les lycéens. Vous savez ce qui différencie le site Parcoursup du site des impôts, auquel vous allez, évidemment, comme moi, c'est qu'en fait, le site des impôts, vous avez un apprentissage progressif. La première année, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont été comme moi. La première année, vous avez demandé à vos parents comment vous faites. Et puis, à partir des autres années suivantes, puis finalement, vous le faites par réflexe. Vous savez exactement les cases à cocher. D'ailleurs, vous cherchez même plus à comprendre quels sont le sens des cases. Vous savez qu'il faut cocher cette case. Parcoursup, je n'ai que des nouveaux chaque année. À chaque fois, un lycéen qui fait sa première expérience. Donc, je comprends que ça soit sujet à beaucoup de questions et c'est important qu'on vous y réponde et qu'on ait ces temps d'échange avec la PEP. Mais il faut vraiment se dire qu'à travers la FAQ, vous trouvez toutes les réponses parce que chaque année, ce sont les mêmes types d'angoisses, les mêmes types d'attentes et de réponses. Donc, voilà, tout est déjà assez largement complet pour répondre à vos interrogations. Si on passe à la slide suivante,
Un petit focus, je l'ai dit, sur l'accompagnement des candidats en situation de handicap. Euh, Première règle importante sur Parcoursup, on peut candidater sans avoir à indiquer qu'on est en situation de handicap. Moi, je trouve ça extrêmement important. Moi, les jeunes que je connais, ce sont des lycéens qui veulent devenir des étudiants. Je ne leur demande pas s'ils sont comme ci, comme ça. Voilà, c'est pas mon travail et je tiens à ce que chacun puisse le faire de manière libre, c'est-à-dire que soit je souhaite indiquer que j'ai une situation de handicap et je vais vous dire comment on peut le faire, mais si je n'ai pas envie de le dire, eh bien, je n'y suis jamais obligé. Et je rappelle que la discrimination en raison du handicap est interdite et c'est même un délit sanctionné par la loi. Donc, ça n'a pas lieu d'être sur Parcoursup et toutes les formations qui sont présentes sur Parcoursup s'engagent à respecter ces principes d'égalité de traitement et de non-discrimination. Vous avez, pour les parents qui ont des enfants en situation de handicap, pour chaque fiche de formation, les coordonnées d'un référent handicap qui sont disponibles sur la fiche formation. Sa mission, c'est quoi? Ben, c'est de répondre à des interrogations très concrètes, d'accompagner et de préparer la rentrée étudiante des futurs étudiants. Le candidat, s'il le souhaite, a la possibilité de renseigner ce qu'on appelle une fiche de liaison qui se trouve dans son dossier Parcoursup, qui lui permet de préciser les besoins d'accompagnement et notamment les dispositifs dont il a bénéficié dans sa scolarité au lycée. J'ajoute deux éléments importants. Un, c'est absolument facultatif, aucune obligation de remplir cette fiche de liaison. Et surtout, une garantie, c'est que cette fiche, les informations qu'elle comporte, ne sont évidemment jamais transmises aux formations pour l'examen des dossiers. Par contre, si le candidat accepte une formation et un établissement, il pourra demander à Parcoursup de transmettre cette fiche au référent handicap de la formation avec un seul objectif, permettre de préparer en amont la rentrée, éviter que la découverte d'une situation de handicap se fasse au dernier moment et permettre qu'il y ait un dialogue entre le référent, l'établissement et la famille de manière à préparer cette rentrée étudiante et examiner les conditions d'aménagement d'études, les conditions d'aménagement externe. Voilà, c'est ça l'intérêt, de favoriser ce dialogue-là, mais une fois que le candidat a été admis, de sorte qu'on garantisse qu'il n'y a absolument aucune discrimination à l'endroit des étudiants en situation de handicap. Et puis à partir du 2 juin, quand on a la phase d'admission, eh bien, pour les candidats en situation de handicap, on a un dispositif de droit au réexamen qui peut notamment intervenir lorsqu'un candidat n'a rien trouvé, lorsqu'un candidat a trouvé un établissement qui n'est pas en capacité de l'accueillir et de s'adapter à ses besoins particuliers. Ou alors quand un candidat finalement est très contraint dans sa mobilité, il ne peut être que dans un établissement déterminé. Par exemple, il a une obligation de soins qui le contraint beaucoup dans sa mobilité et ses horaires de disponibilité. Et le rectorat, à travers Parcoursup, peut intervenir pour inscrire dans l'établissement qui est rendu nécessaire pour le, donc, je le redis là, je crois que c'est à la fin du mois de janvier, mais si vous suivez, si vous mettez sur les comptes sociaux de Parcoursup, vous aurez les dates et je ferai avec une association spécialisée dans, finalement, représentante des parents d'enfants en situation de handicap, qui est l'association Droit au Savoir. On fait un petit webinaire en commun dédié sur cette question. Slide 10. Ou peut-être qu'on peut peut-être faire une petite pause parce que je vais commencer à rentrer dans des éléments peut-être plus techniques. Si, je ne sais pas, les collègues de la PEP, si vous pensez que c'est utile de faire une petite pause maintenant pour recueillir déjà quelques questions. Alors, il y a quelques questions, en effet. Je vais les prendre dans l'ordre parce que finalement, elles D'accord? sont assez générales pour l'instant. Est-ce que Ouais. le fait qu'il y ait moins de choix dans les filières de médecine peut s'expliquer par le fait qu'il y ait moins d'établissements et en l'occurrence un seul établissement par... enfin, le choix se porte que sur un seul établissement par région. Comment ça Alors, s'explique? en fait, ça dépend des régions. Quand vous êtes, par exemple, en région parisienne, vous n'avez pas qu'un seul établissement. Vous Apparemment, avez... c'est un choix, je vous coupe, c'est Non, un établissement par région. non. Là, il faut que je déconstruise ces préjugés. Je vais essayer de mettre dans le bon sens. Pour accéder aux études de santé, vous avez, en l'état du fonctionnement actuel de l'accès aux études de santé, il y a deux voies d'accès possibles. Vous avez d'ailleurs, vous le voyez là sur cette diapo-là, les licences accès santé et puis les parcours d'accès aux études de santé, les PASS. Donc, et vous avez énormément d'universités, notamment qui proposent les licences avec accès santé, y compris des établissements qui n'ont pas
ce qu'on appelle du FR Santé. Donc, vous avez déjà 2 voies d'accès aux études de santé. Ensuite, vous avez, selon les établissements, selon les régions, pardon, vous avez, ou les académies, vous avez plus ou moins d'établissements universitaires qui proposent un accès aux études de santé. Mais c'est généralement quand même assez diversifié. Et puis, deuxième élément qui est peut-être l'information que le parent qui pose la question avait, c'est en fait, vous avez une priorité d'accès dans votre académie. Vous n'êtes pas prioritaire pour accéder à des établissements dans d'autres académies, mais vous l'êtes dans votre académie et vous êtes prioritaire pour favoriser finalement un accès à des études en proximité. C'est ça l'objectif. Voilà en tout cas cette information, mais je vous dis aussi pour le parent, quand on fera notre session à la fin du mois de janvier, on reviendra en détail sur toutes ces questions-là. Mon fils est dans une classe dont la moyenne générale est très élevée. Quelle importance donner pour le classement pour le classement de la classe par rapport aux notes, notamment pour intégrer une CPGE? Alors, nous communiquons aux formations d'accueil des éléments à travers les bulletins scolaires, des éléments d'information sur la moyenne de l'effectif du groupe, sur le rang de chacun des élèves, de manière à ce que les formations post-bac puissent appréhender la réalité. C'est-à-dire que c'est pas la même chose la note d'un élève si la moyenne de la classe et tout le monde est à 19. Vous voyez, s'il a 19, mais tout le monde est à 19, ou s'il a 11 et que la moyenne est, je sais pas moi, est de 14. Donc, ces éléments-là permettent de relativiser la situation des notes stricto sensu et de l'apprécier collectivement. Après, là aussi, l'appréciation pour aller en CPGE, j'allais dire, mais on y reviendra un peu après parce que je vous montrerai des informations, ça dépend aussi du niveau d'attractivité de la CPGE. Il y a des CPGE qui sont très, très attractives et très, très sélectives. Alors, je vous rassure, elles l'étaient largement avant Parcoursup, elles le seront, même si Parcoursup un jour n'existe plus. Il y a d'autres CPGE qui sont beaucoup moins sélectives, mais là, je vous donnerai un élément d'information tout à l'heure, on y reviendra, qui permettra aussi de répondre à cette question avec les données qu'on mettra à disposition à partir de mercredi prochain. Une question pratique par rapport à l'inscription. Est-ce que l'adresse mail qui figure dans l'application Cyclab est celle sur laquelle est envoyé le mail d'inscription? Alors, non, c'est l'adresse que nous récupérons, enfin, oui et non. C'est-à-dire, oui, je pense que c'est la même adresse qui figure dans ce qu'on appelle la base élève, qui est le logiciel de scolarité qui est dans les établissements scolaires. Et normalement, c'est pour ça que ça doit rejoindre Cyclades, c'est que nous avons, au moment où votre enfant s'est inscrit au baccalauréat, je pense pour la session en première, puisqu'il a passé, il a passé l'épreuve anticipée de français, il a donné une adresse mail et c'est cette adresse mail qui figure dans les dossiers de l'établissement scolaire et qui nous remontera et à partir de laquelle on fera un mail, je crois, autour du 13 janvier pour signaler et donner un lien d'activation de son compte à votre enfant. Est-il possible d'avoir accès au taux de succès d'inscription à une formation donnée dans un établissement donné? Oui, on y reviendra tout à l'heure. Où se trouve le PowerPoint? Parce qu'ils ne trouvent pas, apparemment il y a un lien. Alors, Alors, il y a je pense qu'il y a 2 choses, il y a le vôtre et ouais, chez nous. voilà, alors il y a de toute façon, les collègues de la PEV vous l'enverront, et alors peut-être par mail ou dans un espace partagé, je vous laisserai peut-être le signaler. Oui. Mais le PowerPoint, il figure aujourd'hui. Il y a un espace ressources quand vous allez sur le site parcoursup.gouv.fr. Tout en haut, il y a un espace ressources et puis vous avez un espace à l'intérieur. Une fois que vous êtes dans cet espace ressources, il y a ressources pour les professionnels et avec une présentation synthétique de Parcoursup 2025. Voilà, et sur le site de l'APEP, vous l'avez dans le centre ressources, vous avez accès à tous les webinaires et surtout à tous les PowerPoint. Voilà. Sur le site, donc pour l'instant, apparemment, on ne peut pas encore s'inscrire puisqu'il semblerait que ce soit qu'à partir du Mais en fait, 18 il n'y a pas besoin. décembre. Il n'y a pas besoin de s'inscrire pour aller sur le Créer son site, hein. compte, pour créer son compte, pardon. Oui, non, non. Enfin, je vais repréciser 2 choses. Un, on peut dès aujourd'hui se créer un compte sur Parcoursup, mais même quand on est un parent, quand on est un lycéen de seconde et de terminale, il suffit d'une adresse mail. C'est quand vous allez sur les favoris, en fait, où Parcoursup va vous renvoyer pour créer un compte si vous n'en avez pas déjà. Ça, c'est une chose.
Et puis ensuite, pour être candidat de terminale sur Parcoursup et formuler des vœux à partir du 15 janvier, c'est une deuxième chose différente, eh bien, nous enverrons un mail dans début de semaine, ce sera le début de semaine du 13 janvier, nous enverrons un mail à chaque lycéen de terminale que nous connaissons déjà par ailleurs, parce que les informations nous remontent de la part des lycées, et nous enverrons un mail dans lequel il y aura un lien d'activation pour créer finalement son dossier candidat Parcoursup de terminale. Autre Donc deux choses point, différentes. Pardon. je vous laisse finir. Non, non. Et quand vous allez sur Parcoursup, vous êtes d'ailleurs pour circuler, naviguer sur Parcoursup, vous n'êtes pas obligé de créer un compte, hein. Je vous le dis, c'est une possibilité. Si vous avez envie de garder en mémoire la trace des formations qui vous ont intéressé, vous voyez, c'est plus dans une démarche d'aide si vous en ressentez le besoin. Après, vous pouvez circuler sur Parcoursup sans créer un compte. Je vais même vous dire, moi, je n'ai pas de compte sur Parcoursup. Parce que je m'en sers pas de manière enfin, je navigue dessus, mais j'ai pas besoin de créer un compte. Après, si on a envie de se créer un compte, on peut le faire. OK? Est-ce qu'on oui, oui. Hem, est-ce qu'on peut ouais, comment fait-on pour rajouter les coordonnées des parents de l'élève? Alors, pour l'instant, évidemment, c'est pas ouvert puisque ça sera ouvert qu'à partir du 15 janvier, au moment où votre enfant se créera un dossier candidat. Et vous verrez on vous expliquera tout ça de toute façon dans une petite vidéo qui sera disponible au mois de janvier. Et vous verrez que dans le dossier de votre enfant, vous aurez un espace réservé pour les responsables légaux dans lequel vous pouvez renseigner vos coordonnées. Mais pas d'angoisse, tout cela sera extrêmement expliqué. C'est très pédagogique d'ailleurs sur le site. Et puis, on fera des petites vidéos. Il y a même une FAQ qui vous dira exactement comment on fait. Donc, tout ça sera clairement renseigné. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, même si c'est pas vraiment Parcoursup, sur les cordées de la réussite? Vous Bien l'évoquez dans sûr, une de vos slides. je l'ai De quoi évoqué. s'agit-il? En fait, Oui. les cordées de la réussite, ce sont des dispositifs qui sont portés par un établissement du supérieur qui crée une cordée, vraiment au sens presque littéral et premier du terme, une cordée avec des établissements scolaires. L'objectif, c'est une portée d'égalité des chances, c'est des lycées dans lesquels on sait qu'il y a des familles plutôt modestes qui n'ont pas forcément une connaissance de l'enseignement supérieur, eh bien, des professionnels, des enseignants, des étudiants de l'établissement du supérieur, finalement, créent un partenariat pour essayer de faire découvrir le supérieur à ces élèves-là, leur donner l'occasion peut-être de voir un établissement d'enseignement supérieur, leur permettre que des intervenants, étudiants, enseignants puissent intervenir en classe pour stimuler l'ambition scolaire en quelque sorte. Voilà, ce sont des dispositifs d'égalité des chances qui se déploient à peu près partout dans le territoire. Et ce que nous faisons sur Parcoursup, c'est que nous demandons au lycée de nous remonter les informations des élèves qui sont inscrits en cordée de la réussite dans leur lycée. Si les élèves le souhaitent, nous pouvons donner cette information aux formations post-bac. Et je sais qu'il y a à peu près 40% des formations post-bac qui se sont engagées en quelque sorte à prendre en compte cette participation dans leur analyse des candidatures, de manière à ce qu'elles aient cette ambition d'égalité des chances. Là aussi, c'est essayer de donner plus de chances en ceux qu'on en ont peut-être eu moins parce que leur milieu social ou l'environnement social et économique de leur famille ne les aura peut-être pas permis de découvrir comme d'autres l'éventail des formations qui sont proposées dans le supérieur. Est-il possible de changer l'adresse mail qu'a donnée l'élève? En l'occurrence, il a donné l'adresse mail de ses Oui, parents. ça se fait directement avec la scolarité de votre lycée. Et je le D'accord. précise, une fois que l'élève aura lui-même confirmé son adresse mail, quand il aura fait son inscription, création du dossier candidat dans Parcoursup, donc il aura déjà reçu un mail, il aura constitué. S'il met une fois une adresse mail, cette adresse mail, elle sera définitive, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour tout le reste de la session. Alors évidemment, c'est à vous de voir. Si vous avez votre enfant a créé une adresse mail qui était babaorum78 ou je m'en fiche de tout 62, vous voyez, il y a peut-être intérêt à mettre une adresse un peu plus, comment dire, normalisée. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça veut dire qu'il y en a 61 autres, mais bon, qui ont la même Oh, vous adresse. savez, c'est juste qu'il vient du Pas-de-Calais. Enfin, Ah oui. c'est pas plus que ça, hein. Voilà. On Question un peu continue? plus sérieuse. Si un enfant est fragile ou avec un handicap, comme une Oui. dyslexie, peu importe, comment faire pour qu'il reste proche de chez ses parents pour l'université?
Alors, j'ai essayé de le préciser un peu quand on a eu l'échange. En fait, euh, je vais essayer de préciser les choses comme ça. Vous savez, pour le handicap, il y a une obligation de taux d'emploi. Vous le savez, pour les entreprises, c'est 6% d'embauche de personnes en situation de handicap. Sur Parcoursup, on ne peut pas fonctionner pour ça parce que je ne peux pas mettre sur chacune des formations, vous voyez, un taux de candidats en situation de handicap. Enfin, je veux dire, ça serait très étrange et puis, en fait, dans l'essentiel des cas, ils ne seraient jamais satisfaits. En fait, la démarche, elle est plutôt dans l'autre sens. On permet aux étudiants en situation de handicap de candidater comme les autres là où ils le souhaitent, vraiment de manière libre. Et puis, ce qui est pris en compte, ce sont leurs résultats scolaires, enfin, leur parcours scolaire, pas leur situation de handicap. Mais si, à un moment donné, l'élève se trouve en situation difficile parce que il serait contraint, il ne peut avoir de place que trop loin de sa famille, alors qu'il y a absolument nécessité qu'il soit proche de sa famille, compte tenu de ses besoins particuliers, eh bien, je l'ai cité dans la slide, je ne sais plus si c'était 8 ou 9, en tout cas juste avant, c'est la possibilité de solliciter le recteur à partir du mois de juin pour demander un réexamen du dossier. Voilà, c'était ça. Vous voyez, à partir du 2 juin, le candidat peut demander le réexamen du dossier via la rubrique Contact dans Parcoursup pour s'il ne trouve pas de formation adaptée à son besoin. Si sa situation justifie l'inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée, pour répondre à la question du parent, dans une zone en proximité, eh bien, nous traitons ces dossiers de manière singulière. Je vous dis à peu près. L'an dernier, c'est à peu près 400 dossiers qui ont été traités par les rectorats. Euh, donc 400, ça veut dire deux choses. Un, ça veut dire que c'est un chiffre relativement réduit, ce qui veut dire que dans l'essentiel des cas, des élèves en situation de handicap ont finalement, via le processus de droit commun, trouvé ce qui leur convenait. Deux, ça veut dire que parmi les dossiers qui sont examinés, ce sont des dossiers généralement avec des handicaps un peu plus lourds, des situations très spécifiques. Et à ce moment-là, il y a dans chaque rectorat une commission spécifique avec le médecin conseil auprès du recteur qui peut être amené à échanger avec la famille, à demander des justificatifs, des éléments, vous voyez, pour essayer de trouver la meilleure solution au plus proche de la réalité du besoin particulier de l'élève. Très bien. Toujours dans la situation de handicap, pour un élève qui est multidis TDA, enfin peu importe, hein, mais les professeurs indiquent systématiquement dans les commentaires, au moment du conseil de classe, manque de concentration et bavardage. Est-ce que cela est sanctionné comme si l'élève n'était pas en situation de handicap? Est-ce que le Alors, handicap va être pris en compte ou pas? en fait, vous savez, c'est difficile la question que vous posez parce que, alors moi, j'ai pas été concerné, mais j'avais des copains, ils avaient rien, aucune situation de handicap, et je peux vous garantir, j'ai souvent vu leur bulletin avec manque de concentration et bavardage. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, encore une fois, c'est vieux comme le monde. Euh, euh, Deux, il ne peut pas y avoir par une formation post-bac un traitement discriminatoire par rapport aux élèves et à une situation de handicap. Ça, c'est clair. Par contre, je vais vous dire, les enseignants en post-bac vont faire l'examen du dossier et ils appréhendent l'ensemble des éléments qui sont portés comme appréciation par les enseignants aussi du secondaire dans les appréciations, mais sans savoir que c'était un candidat particulier. S'il y a une situation vraiment difficile, je vous dis, c'est ce que j'ai indiqué là, la possibilité de réexamen du dossier, si on a une situation particulière dont les enseignants du scolaire n'ont pas bien rendu compte. Après, je pense que c'est important aussi dans la relation de la famille avec l'établissement scolaire, pour le coup, eh ben, de bien avoir aussi qu'on prenne en compte la situation spécifique de cet enfant et qu'il y a une partie de comportement qui est liée à son handicap et pas liée à une volonté personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, nous, on prendra les informations telles qu'elles sont traduites, parce que c'est comme ça, je veux dire, qu'on les prend en compte, sans savoir que c'est une question de situation de handicap. Et puis, s'il y a une difficulté spécifique à un élève, ben, en fait, ça sera à travers la relation spécifique. Je pense que c'est important aussi de dire, c'est Parcoursup traite 1 million de candidats. Évidemment, on ne peut pas traiter la micro-spécialité de tel ou tel. Il faut prévoir des dispositifs spécifiques. C'est précisément l'objet de cette procédure de droit au réexamen qui est prévue par la loi. D'accord, très bien. Est-ce qu'on Si poursuit peut-être? Oui, Ou une j'ai dernière encore question? 2 petites questions. Ouais, allez-y. Si l'enfant a eu une année de première difficile pour raison familiale, comment est-ce pris en compte dans le dossier?
Et autre Alors, question, je vais vous poser les deux en même temps. ouais. Est-ce que les professeurs qui étudient les dossiers, donc dans le supérieur, les dossiers des élèves, ont-ils un visuel sur tous les choix émis par l'élève? Alors, à la deuxième question, les enseignants du supérieur dans une formation donnée ne voient que le choix qui a été fait pour cette formation. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ils ne voient pas la totalité des choix faits par les élèves. Ça nous évite des situations où ils diraient oh, bah, tiens, moi je ne le prends pas parce qu'il a fait un vœu dans l'établissement concurrent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette situation n'existe pas. Deux, sur la question par rapport à une situation première, il y a une rubrique dans le dossier Parcoursup. Là aussi, on y reviendra au moment où on fait notre webinaire à la fin du mois de janvier. Cette rubrique, elle s'appelle éléments liés à ma scolarité. C'est une rubrique qui est purement facultative hein, pour c'est à chaque enfant et puis parent de décider s'ils ont envie de porter une appréciation qui vient expliquer peut-être quelques éléments de ce parcours. Je vous dis, c'est facultatif parce que c'est vraiment un choix d'ordre individuel. Quand j'ai évoqué la session d'échange que je fais avec l'association Droit au savoir sur la question du handicap, moi, je retrouve chaque année des parents qui me disent, mais est-ce qu'il faut que je le dise quand même parce que la situation de handicap explique une partie des notes, explique ce que madame, monsieur ou madame tout à l'heure a évoqué en disant il y a une question de comportement qui est en partie liée au handicap. Moi, je ne peux pas définir une règle générale et absolue. C'est chacun, il y a un espace pour pouvoir dire des choses. Il appartient à chacun de dire est-ce qu'il souhaite le faire ou pas. Nous Voilà, continuons? absolument. On prend la suite, on refera une pause, rassurez-vous. Alors, on a évoqué le calendrier de Parcoursup, on a évoqué les bons réflexes, s'informer, échanger, se préparer. Venons-en maintenant. Alors, prenez votre souffle parce que c'est un peu dense, mais on fera une pause après. À un, quelles sont les formations qu'on trouve sur Parcoursup? Quel type d'informations vous allez trouver dans Parcoursup et notamment les nouvelles informations qu'on met à disposition cette année, notamment pour répondre à la question d'un parent que vous avez posée tout à l'heure. Quelles sont les formations qu'on trouve dans Parcoursup? Ce sont des formations qui dispensent, je l'ai dit au début, des diplômes soit nationaux, licence, BTS, BUT, soit des diplômes d'établissement liés à un établissement spécifique, diplôme d'ingénieur de l'école des INSA, diplôme d'école de commerce, diplôme d'école d'art, par exemple, de manière spécifique. Vous avez des formations parmi cette catégorie de formation, deux grandes catégories, des formations sous statut étudiant et des formations en alternance. Je commence par celle du bas. Les formations en alternance, on cumule apprentissage académique et apprentissage auprès d'un employeur. On les retrouve essentiellement dans les BTS, les bachelors universitaires technologiques, quelques DUST, quelques licences, ça se développe. On en a en gros à peu près 10 000 de formations en apprentissage. Formation ensuite sous statut étudiant, donc les plus nombreuses, avec là aussi deux catégories, et je vais expliquer les différences. Les catégories licences non sélectives, ce sont les différentes licences proposées par les universités, et puis les formations qu'on appelle sélectives, qui sont les plus nombreuses, même si ce sont les formations non sélectives qui proposent le plus de place au global. On y retrouve dans cette formation sélective une très grande diversité, hop, si on peut rester sur la slide antérieure, une très grande diversité de formations. Ce sont les BTS, les classes préparatoires, les IFSI, les écoles d'ingénieurs de commerce ou de management, les instituts d'études politiques. Voilà, ça c'est les grands types de formations. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve si on est sur cette slide de 11? On va commencer à accéder, quel type d'informations on va pouvoir trouver sur les fiches formation sur Parcoursup. D'abord, une information nouvelle cette année qu'on a essayé de mettre en avant de manière à éclairer et de répondre, aider les parents à faire un choix d'établissement et à toujours connaître le type d'établissement dans lequel ils rentrent. C'est ce qu'on appelle cette carte d'identité de la formation. Vous le retrouverez comme une information transversale pour chacune des fiches de formation Parcoursup. Là, c'est un IFSI rattaché à l'université de Limoges qui propose un diplôme d'état d'infirmier. Vous voyez, à droite, c'est l'IFSI d'Ussel. Et vous le voyez de manière distincte, on y retrouve l'information, c'est un établissement public. Évidemment, on vous indiquera si c'est un établissement privé avec contrat avec l'État ou un établissement privé sans contrat avec l'État.
On y retrouve la nature de la formation. C'est une formation sélective, ça veut dire qu'elle organise une sélection sur les dossiers qui sont transmis. C'est une formation qui ouvre droit aux bourses. En l'occurrence, ce sont les bourses du Conseil régional d'Ille-Limousin. Le nombre de places est affiché et vous avez l'indication que c'est un diplôme d'État qui est contrôlé par l'État avec le petit macaron et label en forme d'hexagone. On retrouve aussi évidemment sur Parcoursup l'indication des frais de scolarité, du règlement de la contribution de vie étudiante et de campus. Voilà, toutes les informations importantes, elles sont rattachées et je l'ai dit tout à l'heure, et je refais la promo, il y a un petit guide qui s'appelle le livret Les bonnes pratiques pour choisir sa formation, que vous retrouvez là aussi dans l'espace ressources sur le site parcoursup.gouv.fr et qui est un petit guide qui est là pour vous apporter des réponses à quelques questions. 1. Quelles sont les informations essentielles à toujours vérifier quand on veut choisir une formation? 2. Est-ce que toutes les formations sont sur Parcoursup? 3. Pourquoi certaines formations ne sont pas sur Parcoursup et qu'est-ce qu'il faut en penser? Voilà, c'est des éléments qu'on vous apporte, qui ont été réalisés à la fois en concertation avec les fédérations de parents d'élèves, mais aussi avec les acteurs du supérieur, de manière à apporter une information pour décrypter l'offre de formation. Si on passe à la slide suivante, l'objectif, évidemment, sur Parcoursup, c'est de vous apporter une information qui soit claire, qui soit riche et qui soit utile. C'est ça le plus important. Vous y retrouverez évidemment des informations sur le contenu, les débouchés des formations, des informations sur les critères et modalités de candidature. Modalités de candidature, ça peut être, est-ce que cette formation prévoit un concours? Est-ce qu'elle prévoit des entretiens oraux, des écrits? Et puis, l'information, on l'a évoqué tout à l'heure avec un parent sur les cordées de la réussite. Vous pourrez voir toutes les formations qui prennent en compte cette participation aux cordées de la réussite. Et puis, des informations de plus en plus riches pour réfléchir avant de faire ses vœux avec des informations qui vous sont utiles. Ce sera l'objet des 3 prochaines slides que je vais détailler parce que ce sont de nouvelles informations que nous apportons cette année. Alors, si on passe à la slide suivante, d'abord, vous voyez, donc, ce que j'appelle la fiche formation, c'est toujours la fiche de formation d'un établissement et elle se compose toujours des 6 rubriques que vous voyez s'afficher en haut avec la rubrique blanche qui est celle qui est grisée en quelque sorte. Sur lequel on a la visibilité du contenu. Il y a une rubrique qui est à gauche, découvrir la formation et ses caractéristiques. Vous y retrouvez des éléments de contenu de la formation. La rubrique sur les critères, qui est celle que là on va regarder. La rubrique sur les modalités de candidature, je viens de l'évoquer. Est-ce que la formation utilise un concours pendant le temps de Parcoursup? Est-ce qu'elle va faire des oraux, des écrits? Est-ce qu'il y a des éléments spécifiques? Par exemple, j'en connais. Je vais citer 2 exemples extrêmes. Un, pour rentrer dans une école d'infirmiers et d'infirmières, il faut avoir 18 ans révolus au moment où on commence sa scolarité. Voilà, c'est la loi qui le précise. 2, quand on veut aller dans les formations post-bac de l'école de la Légion d'honneur, seules peuvent y accéder les filles ou petites filles ou arrière-petites-filles, on ne sait jamais, de personnalités qui ont été décorées de la Légion d'honneur, de l'Ordre du Mérite ou de la Croix de guerre. Voilà, ça, ce sont des modalités très spécifiques. Alors, l'essentiel des formations n'ont pas ces spécificités-là, mais je le signale. Visualiser les chiffres d'accès à la formation, on le verra après. Poursuivre ses études et connaître les débouchés professionnels, on le verra juste après. Et puis la dernière rubrique que vous voyez, qui est alors j'ai du mal à lire, mais c'est contacter et échanger avec l'établissement. Là, ce sont tous les contacts que vous pouvez identifier. Là, un petit focus d'abord sur cette page concernant les critères. Vous y retrouvez des éléments d'information que vous voyez à travers cette accolade sur les types de critères qui sont utilisés, quelle est la part dans l'examen des candidatures consacrée aux résultats scolaires, aux méthodes de travail, au savoir-être, à la motivation ou à l'engagement et aux activités externes des candidats. Et puis, vous avez ce qui est en bas avec des 3 petites puces. Vous voyez, ce sont des détails plus spécifiques de critères. La première visibilité qui est en haut est une vision globale des critères. Sur 100%, quelle est la part de chacun des grands ensembles d'éléments qui servent à l'appréciation des candidatures. Et puis quand vous êtes dans le détail de la grille d'analyse, là j'ai mis qu'une seule ligne, mais vous avez plusieurs lignes qui permettent de détailler élément par élément qu'est-ce que les formations vont prendre en compte. Cette rubrique aussi conseil aux candidats que vous voyez là sur la droite de la diapo et qui est un élément important parce que ce sont les enseignants des formations post-bac qui, au regard de l'expérience des candidatures des années passées, donnent des conseils à l'attention des candidats. Souvent, c'est des conseils sur la constitution de leur dossier.
En bas de cette rubrique-là, on ne le voit pas ici, mais à partir du 18 décembre, donc la semaine prochaine, mercredi, vous aurez accès aussi à des données de rapport d'analyse des candidatures. Pour chaque formation, c'est l'analyse de ce qui s'est passé l'année précédente. Et vous verrez notamment, sont posées à chaque formation la question, est-ce que vous avez pris en compte les enseignements de spécialité? Si oui, comment vous avez vu pris en compte? Si oui, lesquels avez-vous pris en compte dans votre analyse? Voilà, ce sont des éléments qui servent aussi à votre appréciation et à la réflexion sur les formations. Passons à la slide 14 avec des données nouvelles, je le dis, cette année et que je vais essayer de détailler avec les slides 14 et 15, mais sur lesquels vous pourrez, entre guillemets, jouer à partir du 18 décembre, et je crois que c'est ça qui sera important. La question qui nous remontait régulièrement, et on a consulté l'ensemble des lycéens en mai 2024 qui étaient inscrits sur Parcoursup, c'est, voilà, de quoi avez-vous besoin pour votre réflexion? On est parti de là. Ce que nous ont dit les élèves, c'est on a besoin de mieux comprendre comment se déroule le processus d'admission, comment on passe des candidats à ceux qui sont classés, puis à ceux qui acceptent une formation, et puis quelles sont la connaissance que je peux avoir des parcours qu'ils ont fait, quel niveau de moyenne ils avaient globalement, quel type d'enseignement de spécialité pour les uns ils avaient pris, quel type de spécialité professionnelle ou quel type de série technologique avaient-ils fait et pour estimer, en quelque sorte, se donner des éléments de réflexion sur les possibilités d'accès à tel ou tel type de formation. Eh bien, c'est ce que nous faisons à partir de cette année. Vous aurez d'abord, quand vous pénétrez dans cet espace-là, je le rappelle, c'est la rubrique Visualiser les chiffres d'accès à la formation. Vous y retrouverez une visibilité sur le taux d'accès par type de baccalauréat. Le taux d'accès, ça veut dire est-ce que cette formation est très demandée ou peu demandée. Quand vous avez un taux d'accès à 100%, ça veut dire que 100% des candidats qui avaient formulé un vœu ont pu recevoir une proposition d'admission. Quand vous avez évidemment un taux à 5%, vous avez bien compris que cette formation-là, elle est beaucoup plus sélective et qu'il est plus difficile d'y rentrer. Vous avez donc des chiffres globaux d'accès, mais que vous pouvez, vous le voyez sur l'encart qui est à droite, que vous pouvez, spécifier par le type de bac, c'est-à-dire vous êtes un bachelier général, et bien vous pouvez voir combien il y avait de candidats bacheliers généraux en 2024, combien ont reçu une proposition, combien ont été classés, combien ont intégré cette formation. Ce sont vraiment des chiffres qui permettent de donner une bonne visibilité sur qui étaient les candidats qui ont été retenus en 2024. Et puis si on passe à la slide 15, vous voyez, on va encore plus loin maintenant. Il faut lire les slides de gauche à droite, évidemment. On vous donne une visibilité sur l'accès dans la formation des lycéens des trois types de baccalauréat. C'est vous qui choisissez votre entrée. Vous choisissez, vous êtes bachelier général, vous êtes bachelier technologique, vous êtes bachelier professionnel au cours des 3 dernières années, c'est-à-dire que nous prenons en compte les statistiques des sessions Parcoursup 2022, 2023 et 2024. Ça évite d'avoir des pics, vous voyez, on lisse en quelque sorte le processus. Là, je le dis, je le précise bien, on a l'exemple, sur ce que vous voyez sur la diapo, c'est l'exemple d'un lycéen bachelier général. Et on voit que sur la gauche, il a la possibilité de sélectionner une entrée qui lui permet de quelles sont les possibilités d'accès à la formation. On va lui demander de renseigner ces 2 enseignements de spécialité de classe de terminale et puis de positionner sur un curseur horizontal, vous le voyez, un niveau de notes de moyenne générale. Ce sont les moyennes générales premier et deuxième trimestre de terminale, sans coefficient et sans prise en compte des options. Et ça vous donne, une fois que le candidat a activé, voir le résultat, qui est le petit bouton bleu qui se trouve en transversal sur la diapo de gauche, eh bien, il a un résultat qui apparaît dans la diapo du milieu et on lui dit exactement, voilà, quelle est la proportion des candidats ou des lycéens de terminale qui, avec ce profil, ont reçu des propositions d'admission au cours des 3 dernières années. Est-ce que les propositions leur ont été envoyées rarement, régulièrement, à plus de 50%, à plus de 80%, et on leur donne des conseils en disant, ben voilà, en fonction de ces résultats, ça peut être intéressant de se faire un vœu, mais attention, allez bien quand même diversifier vos vœux. On peut donner une information aussi en disant, attention, ce que nous faisons là, ça n'est pas une projection, c'est encore moins une garantie de résultat, mais simplement, ça vous donne une photographie du constat des années passées. On donne aussi le conseil en disant, regardez, là on a fait une appréciation à travers la moyenne générale, donc à travers les notes. Dans cette formation-là, la question des notes, elle a une importance qui est peut-être relative. Pour certaines formations,
le poids, alors je crois que là, si je devine bien, c'est 40% consacré aux notes, mais vous l'avez vu quand on essaie de la slide précédente, il peut y avoir au-delà des notes, il y a des questions de savoir-être, il y a des questions de motivation et d'engagement, et évidemment, selon les formations, le poids des résultats scolaires peut être différent d'une formation à l'autre. Troisième rubrique, que l'on voit à droite, on peut même demander dans la continuité, l'élève, en fonction du profil qu'il a choisi, qu'il a identifié, je rappelle, il a mis 2 enseignements de spécialité, il a mis un niveau de moyenne, eh bien, il aura les résultats en fonction de ces éléments-là, quels étaient le profil des candidats lycéens de terminale qui ont été admis, c'est-à-dire qu'on choisit d'intégrer la formation au cours des 3 dernières années. Et vous verrez représenté, là aussi, à partir des éléments de moyenne générale, eh bien, 80% des candidats se situaient entre un niveau de note de X et de Y. Et puis, on donne les éléments sur les marges, c'est-à-dire peut-être un candidat sur 10 avait tel type de note, un autre candidat sur 10, lorsqu'on est aux extrémités et qu'on est sorti de 80% des élèves. Et puis, vous le voyez sur la droite, avec un petit ascenseur, vous pouvez voir toutes les doublettes d'enseignement de spécialité pour lesquelles des candidats qui ont accepté cette formation avaient, en les classant par ordre décroissant. Donc, pour répondre à la question du parent tout à l'heure, oui, on donnera à voir à partir du 18 décembre, formation par formation, finalement, des éléments d'indication. Et ce que je vous ai montré là, parce que dans l'exemple là qui est figé, c'est un exemple avec 15, mais cet outil est interactif, c'est-à-dire vous pouvez tester une doublette d'enseignement de spécialité avec 15 de moyenne générale, mais vous pouvez ensuite effacer votre résultat, vous changez et vous faites avec 19 de moyenne générale. Et vous verrez que dans le résultat du milieu, évidemment, vous avez des résultats différents. J'imagine qu'avec 19 de moyenne, on est souvent, plus de 80% des candidats ont reçu une proposition avec ce profil-là. Donc voilà, c'est un outil qui donne une forme de visibilité, de photographie sur ce qui s'est passé les années précédentes, qui peut vous aider aussi à réfléchir. Il faut toujours garder en tête, consulter tous les critères spécifiques, parce que pour certaines formations, le poids consacré aux notes n'est pas le même que dans d'autres. Et puis, toujours diversifier les vœux que l'on fait sur Parcoursup, dans lequel on alterne des vœux ambitieux, parce qu'on a 18 ans, il faut être ambitieux, absolument. Faire des vœux de raison, faire des vœux de précaution ou de sécurité, chacun les appellera comme il veut. Vous connaissez tous ce principe, cette vieille maxime qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Sur Parcoursup, c'est exactement pareil. Il ne faut pas mettre tous ses vœux dans le même panier. Il faut les diversifier. Slide suivante. Une information là aussi qui sera, enfin, qui existait mais qu'on va très largement élargir cette année. Il y a une rubrique poursuivre ses études et connaître les débouchés, dans lequel on y ajoutera cette année pour plus de 75% des formations, des informations sur l'insertion professionnelle, combien des étudiants qui sont sortis de cette formation sont en emploi, combien sont en poursuite d'études, combien sont dans une autre type d'activité. Et parmi les formations aujourd'hui, ça c'est une photographie de Parcoursup 2024, on avait déjà les BTS qui avaient des informations, on y ajoutera cette année la visibilité sur toutes les licences générales, les BTS agricoles, les écoles d'ingénieurs, de commerce et de management. Très important évidemment de comparer aussi en ayant à l'esprit la finalité différente d'une formation à l'autre. Quand on affichera des taux d'insertion sur les licences générales, je pense que l'essentiel des situations d'élèves ils sont en poursuite d'études, parce que beaucoup des licences générales sont faites pour préparer une diplomation supplémentaire, par exemple le master. Évidemment, si vous prenez les résultats d'une licence professionnelle ou d'un BTS ou d'un bachelor universitaire technologie, la finalité même de ces formations, c'est d'aller à l'emploi. Donc, vous voyez, il faut prendre ces informations comme intéressantes pour vous aider à réfléchir, mais ce sont aussi des informations qu'il faut relativiser au regard de la finalité même de la formation qu'on choisit. Et puis, j'y ajoute, vous n'avez pas eu le temps de le mettre sur le PowerPoint, mais ça sera fait dans les jours qui viennent. On y ajoutera aussi cette année, je pense que c'est sans doute d'ici la fin du mois de janvier 2025, on sera en capacité d'apporter des éléments d'information sur les salaires perçus par les étudiants à l'issue des études qu'ils ont faites. Là aussi, c'est un élément d'information qui peut vous être utile dans la réflexion que vous avez avec votre enfant sur tel ou tel type de choix.
Je le précise bien, pour toutes ces statistiques-là, ce ne sont pas des statistiques produites par les établissements eux-mêmes. Ce sont des statistiques produites par les services statistiques de l'État, dans lesquels on croise des données liées aux fiches de salaire avec d'autres types d'informations qui viennent de l'éducation nationale. Mais vraiment, ce sont des informations du coup objectives et qui ne sont pas liées à tel ou tel choix d'établissement, mais vraiment des statistiques portées par le service public. Voilà, ce que je vous propose, c'est peut-être faire une petite pause après cette slide parce qu'il y a eu beaucoup d'informations données et il peut y avoir peut-être des réactions de la part des parents qui nous écoutent. Tout à fait, tout à fait. J'ai pas mal de questions. Comment ça se passe si jamais, dans une formation, enfin, un étudiant qui veut faire, un futur étudiant qui veut faire un double cursus qui n'a pas été prévu? Comment peut-on faire? Ben, enfin, comment dire? Vous savez, moi, il m'arrive la même chose à chaque fois que je vais devant un marchand de glace. Je voudrais de la glace à la banane, il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas, quoi. Enfin, vous voyez ce Alors que je veux dire? alors là, j'ai par exemple Parcoursup, je ne sais pas si c'est le cas, mais on nous dit, droit et psychologie. Je ne sais pas si c'est exactement le Oui, cas, mais mais voilà. comment dire? Soit je vais répondre de manière simple, hein, comme avec mon exemple chez le glacier. Soit la formation, elle existe sur Parcoursup, ça veut dire qu'elle existe. Soit elle n'existe pas sur Parcoursup, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc tout existe. Ben, sauf ce qui n'existe pas. Voilà. Oui, oui, je peux pas vous répondre de manière plus simple que ça. Après, si l'étudiant va, mais ça concerne plus Parcoursup. Enfin, il ne peut candidater sur Parcoursup que sur des formations qui sont affichées sur Parcoursup. C'est assez basique ce que je vous raconte, mais enfin, c'est vrai. Après, une fois que l'étudiant est dans son université, s'il dit ah monsieur, je voudrais bien faire une unité en plus sur la psychologie, mais ça concerne, vous voyez, une fois qu'on est dans l'établissement, il ne peut pas candidater sur Parcoursup sur ce type de croisement s'il n'existe pas. Mais, mais, comment dire ça? Ça me fait penser ce que la question qui est posée, parce qu'elle est intéressante pour ça aussi, c'est que à chaque fois que vous consultez le moteur de recherche Parcoursup, il vous signalera des formations similaires. Parce que il faut vraiment avoir à l'esprit que vous connaissez un ensemble de formations, il peut y en avoir énormément que vous ne connaissez pas et qui permettent d'aller vers la même finalité professionnelle. Si un jeune souhaite intégrer l'armée, est-ce que on passe par Parcoursup? Et même Oui. question s'il veut étudier à l'étranger. Alors, on passe sur Parcoursup quand la formation militaire en question est une formation post-bac. Euh, euh, il y a des formations, des classes préparatoires des lycées militaires qui sont sur Parcoursup. Il y a des formations militaires de la marine qui sont sur Parcoursup. Là, encore une fois, c'est le moteur de recherche à partir du 18 décembre qui vous permettra de voir. Vous pouvez consulter l'offre de formation à partir de mots-clés, d'éléments géographiques, de types de formation. Vous pouvez faire des filtres, vous verrez, c'est très intuitif pour arriver à trouver si cette formation existe. Est-ce qu'on peut utiliser Parcoursup dans alors différentes configurations? Soit un étudiant qui est déjà donc inscrit, mais qui veut se réorienter, soit un jeune qui a arrêté l'école, pendant quelque temps et qui veut se remettre, Oui, reprendre ses études, ou oui. éventuellement un jeune qui n'est pas inscrit dans l'éducation, qui est en enseignement à la maison pour des raisons X ou Y et Oui, qui veut, en qui fait, veut s'inscrire. donc la réponse est quasiment est toujours oui hein, aux différents cas de figure que vous m'avez exposés. Euh, euh, la seule chose, c'est que évidemment, il faut préparer le baccalauréat pour venir sur Parcoursup. Sous-entendu, ils l'ont, hein, apparemment, hein, c'est Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes en première, vous n'êtes pas candidat sur Parcoursup. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis ça d'accord. parce que Mmh. je vous dis ça parce que j'ai déjà eu le cas. Hein. Mmh mh. Euh, euh, donc il faut avoir le baccalauréat et on ne peut ensuite s'inscrire évidemment dans le supérieur que si on a le baccalauréat, c'est la règle en France. Deuxième règle importante, c'est on accueille sur Parcoursup à la fois les lycéens en classe de terminale. Je vais vous donner les chiffres de 2024, ça donne comme ça un ordre d'idée. C'était 645 000 lycéens. Parmi eux, il y en a peut-être qui étaient en éducation à la maison. Parmi eux, il y en a qui étaient en lycée public. Il y en a eux qui étaient en lycée privé sous contrat. Il y en a qui étaient même en lycée privé hors contrat. Il y a des étudiants en réorientation. Ils étaient 169 000. Donc, vous voyez que ce n'est pas un cas de figure isolé.
Il y a des candidats en reprise d'études, ils étaient de l'ordre de 80 000. Donc, vous voyez, là aussi, ce n'est pas anodin. Il peut y avoir parmi les reprises d'études des jeunes qui ont simplement, au bout de la première année, qui se réorientent pour changer de parcours. Et puis, parfois, il y a des candidats dont le baccalauréat est plus ancien. Alors, simplement pour ces candidats-là, sur la reprise d'études, il y a un moment, vous savez, je vous dis ça parce que je crois que mon plus vieux de candidat sur Parcoursup, il avait plus de 70 ans. Franchement, je ne comprends pas bien l'intérêt de venir sur Parcoursup. Il ne faut pas confondre Parcoursup, accès à la formation initiale, avec les mécanismes de la formation tout au long de la vie, de la formation continue, dans lequel vous pouvez revenir. Par exemple, vous savez, il y a l'université du troisième âge, voilà, mais c'est pas sur Parcoursup qu'on s'inscrit. C'est d'autres finalités. Quand vous avez un parcours professionnel, que vous souhaitez reprendre des études, c'est d'abord directement les établissements qu'il faut contacter. Parcoursup n'est pas vraiment le cadre, pour une raison toute simple. C'est que, vous voyez, après, enfin, comment dire, ça conduit les enseignants du supérieur à comparer un élève qui sort de terminale avec quelqu'un qui a 15 ans d'expérience professionnelle. Enfin, vous voyez, ça n'a absolument rien à voir, c'est chou et carotte. Et de toute façon, le dossier Parcoursup permet de manière malaisée de prendre en compte ce type de profil, parce qu'on n'est pas là pour faire des bilans de compétences, on est d'abord là pour remonter des éléments plutôt scolaires. J'y reviendrai auparavant. Mais néanmoins, ça reste possible. Si quelqu'un souhaite candidater à travers Parcoursup, il peut le faire. Est-ce que pour les CPGE, on doit passer par Parcoursup? Oui, absolument. Toutes les CPGE sont sur Parcoursup. Vous n'avez pas le droit d'accéder à des CPGE en dehors de Parcoursup. Après, il peut y avoir je le dis parce que j'en profite, il y a des formations en dehors de Parcoursup. Et je crois que c'est important à dire, quand une formation est en dehors de Parcoursup, alors elle peut vous faire croire, j'y insiste, que c'est parce qu'elle n'a pas envie de se mettre dans la moulinette à stress de Parcoursup. Vous savez, il y en a plein qui ont plein de formules très fleuries pour expliquer à quel point eux, ils font mieux que ce que nous proposons. Tout ça, c'est du blabla, du blabla commercial. Quand il y a des formations hors de Parcoursup, c'est que leur diplôme ne peut pas être admis sur Parcoursup. Parce que leur diplôme ne garantit pas, par exemple, une poursuite d'études dans un autre établissement. C'est-à-dire que vous y avez un diplôme, mais en fait, si vous voulez faire connaître ce diplôme ou partir dans un master ensuite, vous ne pourrez pas changer d'établissement parce que le diplôme d'établissement ne sera pas reconnu. Les conditions financières et conditions commerciales sont souvent assez différentes. Ça ne veut pas dire que sur Parcoursup, tout est gratuit ou à un niveau de prix limité, parce qu'il y a des formations qui sont chères, des formations privées qui sont sur Parcoursup, mais ça veut dire que les formations qu'elles ont sont des formations qui sont reconnues par l'État et dans lesquelles vous pouvez exporter le diplôme que vous avez acquis pour ensuite poursuivre des études dans d'autres établissements. Donc, méfiez-vous des imitations, comme dirait l'autre. Vous connaissez cette expression. Et dans le petit livret que j'ai indiqué, qui s'appelle Les bons réflexes pour choisir sa formation, nous vous avons suggéré quelques questions à bien vous poser lorsque vous choisissez des établissements qui seraient hors de Parcoursup. Ils ont le droit d'être, parce que la liberté de créativité, de créer une activité en France, enfin, c'est une activité libre, la formation, donc ils ont le droit d'exister. Je vous dis juste, moi, prenez quelques précautions pour poser des bonnes questions, et on a essayé de résumer les bonnes questions à se poser quand il y a des formations sur Parcoursup. Excusez-moi le détour, mais je crois que ça valait le coup. Pour revenir, toutes les classes préparatoires aux grandes écoles n'existent que sur Parcoursup. Comment ça se passe pour un enfant qui veut faire une année de césure après le bac? À quel moment doit-il l'annoncer? Alors, je crois que j'ai une slide juste Un un peu peu plus tard. après. À ce moment-là, on On y évoquera ça reviendra tout à dessus. l'heure. D'accord. Ouais, À propos des passes, le fait que toutes les passes d'Île-de-France soient étaient comptabilisées comme un vœu unique, apparemment oui, jusqu'à présent c'était c'est le le cas. cas. Est-ce que c'est toujours? Oui, ça sera Oui. toujours le cas. Alors, entre nous, je ne rentre pas dans ce détail-là pour la présentation du 14 décembre parce que c'est très détaillé, mais on y reviendra dans le webinaire qu'on aura au mois de janvier où on reviendra sur cette situation et je le redis déjà pour rassurer le parent en question. Pour l'Île-de-France, parce qu'il y a beaucoup d'universités qui proposent des passes, on a fait un vœu passe unique et ensuite vous choisissez des sous-vœux qui correspondent à tel ou tel établissement particulier. Est-ce qu'on doit passer un examen en amont pour intégrer une faculté de droit? Non, par contre, vous devez, et vous le verrez dans Parcoursup, transmettre une attestation comme quoi vous avez passé un questionnaire d'auto-évaluation de droit. Ce n'est pas un questionnaire dont les résultats
sont transmis à la formation pour participer à votre analyse de candidature. C'est un questionnaire d'auto-évaluation dont le résultat n'est que pour vous. Par contre, vous récupérez une petite attestation comme quoi vous l'avez passé et vous la téléversez dans Parcoursup. L'an dernier, on a délivré, je crois, de l'ordre de 151 000 attestations qui permettent de dire je l'ai passé. L'objectif, c'est quoi? C'est les conférences de la conférence des doyens des facultés de droit qui a proposé ce questionnaire et c'est pour ça qu'il est sur Parcoursup. Et avec l'idée, parfois, il y a des lycéens qui se font une idée du droit peut-être un peu erronée. En passant le questionnaire d'évaluation, on essaye de s'assurer que tous ceux qui font un vœu en droit ont bien compris ce qu'était la licence de droit. Le droit français n'est pas le droit américain. Pour les formations non sélectives de type licence, peut-on être candidat en dehors de son académie? J'ai entendu parler d'un taux d'admis hors académie fixé Oui, par chaque recteur. Et oui. qu'est-ce qui se passe en Île-de-France? Alors, là aussi, j'y reviendrai lorsqu'on aura notre point en janvier. Mais donc pour les licences, donc d'une manière générale, vous pouvez toujours candidater sur Parcoursup, quelle que soit la nature de la formation, que ce soit dans votre académie ou pas dans votre académie. Lorsque vous candidatez sur des licences non sélectives portées par les universités, ces formations-là sont soumises à des taux de priorité qui sont donnés aux candidats de l'académie. D'où la situation dans laquelle on a des taux extérieurs. Et je rappelle que ces taux, vous les verrez dans cette rubrique visualiser, vous savez, celle qu'on a vue juste avant, visualiser les chiffres d'accès à la formation. Vous verrez l'indication des taux qui ont été définis par le recteur l'année précédente et vous verrez au mois de mai les taux qui seront applicables pour la session 2025. Qu'est-ce que ça veut dire ces taux? Ça veut dire par exemple que quand une formation est très en tension, eh bien le recteur donne une priorité forte sur les taux pour prioriser les élèves qui sont du territoire. Je le précise, il peut y avoir des situations géographiques particulières. C'est particulièrement le cas de l'Île-de-France, pour répondre à la question posée. En Île-de-France, euh, euh, sont considérés comme prioritaires dans les mêmes conditions pour accéder à toutes les universités de la région Île-de-France, tous les élèves, quel que soit le lieu dans lequel ils résident en Île-de-France. Je donne un exemple très concret. Vous voulez aller à l'université de Paris-Cité, que vous habitiez Créteil, que vous habitiez Versailles ou que vous habitiez Paris à 500 mètres de l'université, vous êtes prioritaire dans les mêmes conditions. Autrement dit, il n'y a pas de distinction avec le périphérique. Évidemment, quand vous êtes de l'Île-de-France, vous êtes prioritaire pour accéder aux universités de l'Île-de-France, mais vous n'êtes pas prioritaire pour faire un vœu à l'université de Besançon. Si vous souhaitez le faire, vous y avez le droit, mais vous verrez bien affiché qu'il y a des taux hors secteur qui fait que votre candidature, elle est prioritaire sur l'Île-de-France, mais pas prioritaire pour l'accès à l'université de Besançon. Évidemment, quand vous êtes de Besançon, vous êtes prioritaire pour accéder aux universités ou à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, vous n'êtes pas prioritaire, de l'Académie de Besançon en l'occurrence, vous n'êtes pas prioritaire pour rentrer dans les universités d'Île-de-France. Est-ce que dans Parcoursup, il est indiqué quelles sont les filières où il faut passer des préadmissions de niveau? Des préadmissions de niveau. Je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Par contre, on vous indique à travers la rubrique modalité de candidature, vous savez, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la troisième rubrique en partant de la gauche. Eh bien, dans cette rubrique-là, vous avez est-ce qu'il y a un concours ou pas de concours? C'est-à-dire que vous pouvez, je vais donner un exemple sur un concours d'école d'ingénieurs, qui est le concours Avenir, qui permet d'accéder à plusieurs écoles d'ingénieurs. Eh bien, vous avez un concours à passer et vous pouvez être admissible et puis être admis ensuite à passer d'autres types d'épreuves ou alors vous êtes non admissible. C'est ça peut-être que je peux essayer de mettre derrière le vocabulaire que vous avez utilisé pour reprendre la question posée. Dans la description des formations qui sont donc déjà disponibles, il y a un taux d'accès. Comment ce taux d'accès est-il calculé? Alors, on a un papa qui a fait un travail avec sa calculatrice. En effet, Ah, il ne correspond pas au nombre de places divisé par le nombre de vœux. Il prend un oui. exemple, 136 places sur 5447 Non, donc non. Le vœux, taux on est à deux. d'accès, il est contextualisé au candidat à la série de bac. C'est-à-dire que c'est vraiment par rapport à la série de bac et c'est la proportion de candidats qui ont pu recevoir une proposition d'admission. Parmi ceux qui ont pu recevoir une proposition, j'essaie de détailler le petit distinguo, c'est à la fois ceux qui en ont reçu
Et puis, il y a ceux qui auraient pu en recevoir, mais qui, en fait, avaient abandonné le vœu d'eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? De manière, simplement, ils ont décidé de renoncer à des vœux. Mais c'est à partir de ces données-là, et toutes les données qui figurent dans ce chiffre visualisé, le chiffre d'accès, sont des données qui sont liées à la fin de la phase principale, c'est-à-dire à la mi-juillet, nous arrêtons ces données. Ce n'est pas forcément les données de la fin de la phase d'admission, mais c'est les données de la fin de la phase principale. Et pour revenir à la question précédente, je le dis aussi, lorsqu'on affiche les résultats, alors sur la slide 15, si on peut regarder, les chiffres qui sont affichés sur la slide 15, notamment quelle est la proportion de candidats, évidemment, et c'est pour ça que la question précédente a du sens, c'est-à-dire que, et on l'indique, hein, on l'indiquera, là vous ne le voyez pas parce que c'est un exemple particulier, mais on indiquera bien que quand il y a une licence qui est soumise à un taux secteur, ça veut dire que c'est les résultats qu'on affiche pour les lycéens du secteur. Autrement vous dire, je prends un exemple très concret, les passes Île-de-France, je crois que le taux extérieur, le taux maximum de candidats extérieurs à l'académie, il est de 3%. Ça veut dire que sur 100%, sur 100 candidats qui reçoivent une proposition d'admission, il n'y en a que 3 qui sont extérieurs à la région Île-de-France. Voilà. Eh bien, les résultats que nous affichons dans ces visuels sont les résultats pour les candidats du secteur. Autrement dit, si je reprends mon exemple PASS en Île-de-France, ce sont les résultats de la formation de PASS Île-de-France pour les candidats qui sont ceux prioritaires, donc les seuls candidats de l'Île-de-France. Est-ce qu'il peut y avoir des diplômes d'État non contrôlés sur Parcoursup? Non. S'ils sont des diplômes d'État, Voilà, c'est pour ça. voilà. Lors des conseils de classe de terminale, dans certains établissements, les professeurs principaux n'avaient pas prévu d'accorder des encouragements ou même des félicitations. Si, Heu, c'est pris en compte, ça. Enfin, c'est pris en compte, en tout cas. Après, c'est les établissements qui font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ces félicitations, encouragements, etc., figurent dans ce qui remonte dans Parcoursup. d'accord. Heu, Ensuite, comment sont évaluées les méthodes de travail et Alors, savoir-être? alors c'est toujours, ben là, vous le verrez quand on prend la slide, 2 slides en avant, ça doit être la 13. En fait, vous avez une indication, si on revient sur la 13, vous voyez ce qui est tout en bas. Vous avez à la fois l'élément de méthode et puis vous avez les éléments, je ne sais plus, j'arrive pas à le lire moi je ne sais pas si vous le voyez mieux que moi parce que c'est trop petit, mais les éléments utilisés, ça doit être ça qui est écrit. Et vous avez l'indication, c'est-à-dire que de toute façon, ce sont que des éléments qui ressortent du dossier. Ça peut être des éléments, notamment les appréciations des professeurs. Et je rappelle aussi que chaque professeur principal, on y reviendra juste après dans ce qu'on appelle la fiche à venir, dans la fiche à venir qui est établie par les enseignants du lycée, dans la fiche à venir, le professeur principal donne une évaluation sur la méthode de travail. Voilà, ça fait partie des éléments. Il peut y avoir plusieurs éléments qui participent à apporter un éclairage aux enseignants du supérieur sur la situation de tel ou tel candidat à l'égard de ce critère. Quand on a un intitulé d'une licence, qu'on nous prend l'exemple, par exemple, sur Paris, Frontières du vivant, mais qu'on ne la trouve pas sur Parcoursup, qu'est-ce que ça signifie? Qu'elle n'existe plus? Ben, là, je vous dis, Ou comment on peut euh, faire pour la trouver? bah, en fait, là encore, je fais la même réponse que tout à l'heure. Le monde, tout ce qui existe existe sur Parcoursup. Si on saisit, monde du Oui, vivant, on doit le trouver. bah, voilà, en tout cas, il faut regarder. Vous avez une approche par établissement, vous avez une approche par mots-clés. Il faut vous essayer, enfin, si vous la connaissez par ailleurs, vous essayez de la retrouver. Puis si jamais elle ne figure pas, mais vraiment, je vois pas, enfin, il n'y a aucune raison légitime pour laquelle elle ne soit pas sur Parcoursup, bah, passez un coup de fil à l'établissement, prenez contact en disant je ne comprends pas, je ne vois pas votre formation dans Parcoursup. Je précise quand même que il y a parfois des formations nouvelles, il y a parfois des formations qui se recyclent, qui changent de nom, qui changent d'intitulé, et que ce que vous voyez aujourd'hui sur parcoursup.gouv.fr est la formation de la rentrée 2024. La formation de la rentrée 2025 ne sera visible qu'à compter du mercredi 18 décembre. Un élève qui n'a pas choisi le bon bac a finalement peu de chances d'avoir une place dans la formation qu'il Ben, souhaite? vous voyez, si on revient sur la slide 15, euh, enfin, comment dire ça? Moi, je me méfie beaucoup de j'ai le bon bac, j'ai pas le bon bac. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne sais pas si j'avais le bon bac ou pas le bon bac, mais bon, en tout cas, après, vous ferez un parcours. Évidemment, pour l'accès à certains types de formations, ça peut être plus ou moins opportun, plus ou moins pertinent. Mais
En tout cas, je ne sais pas si la question larvée est est-ce qu'il faut redoubler pour repasser un autre bac. Moi, je n'ai jamais cru à cette solution-là. Je n'y croirai jamais. Il faut toujours avancer, faire du surplace ou reculer de cases en pensant que ça va changer, etc. Moi, je n'y crois pas. C'est mon appréciation personnelle, je vous la livre quand même, mais je ne crois pas à ces solutions-là. Après, il faut être éclairé. Et c'est pour ça, vous savez, dans l'onglet de droite, vous avez, en fonction d'un profil particulier, voilà tous les EDS qui ont été utilisés par, enfin, des admis dans la formation sur les 3 dernières années. Et vous pourrez voir, ils sont classés par ordre décroissant. Alors là, dans l'exemple, ce sont les EDS parce que c'est un exemple fait sur un bachelier général. Mais si on prend un bachelier professionnel, vous verrez toutes les spécialités. Si on prend un bachelier technologique, vous verrez toutes les séries de bacs. Ça peut vous donner plus ou moins de corrélation entre un type de formation et puis un type de choix de parcours au lycée, mais moi, je rentrerai jamais dans avoir le bon bac ou pas avoir le bon bac parce que je trouve que c'est un peu trop schématique. Quelle est la moyenne générale qui est prise en compte? Est-ce que c'est première? Est-ce que c'est terminale? Est-ce que c'est que uniquement Alors, celle des spécialités? là, vous le verrez mieux à partir du 18 décembre. C'est la moyenne des notes de bulletins de première et de bulletins de terminale premier et deuxième trimestre ou premier semestre, sans coefficient et sans option. Euh, alors, j'ai des questions. Pardon. Avec une moyenne de 10 sur 20, qui est une note des élèves moyens, est-ce qu'on trouve des formations? Ben, il faudra jouer à partir du. Oui, enfin, comment dire. Enfin, je ne rentrerai pas dans le truc en disant sur Parcoursup, il n'y a que ceux qui sont d'excellents élèves qui trouvent. Encore une fois, si vous êtes un élève moyen que vous voulez aller à Louis le Grand, sans doute que ce sera difficile. Mais alors, vous disant ça, je ne vous apprends pas grand-chose, vous le savez déjà. Mais il y a beaucoup d'autres formations, beaucoup plus diversifiées. Et ce n'est pas parce qu'il y a des formations hyper qui font beaucoup de pubs autour de leurs standards, qu'il y a des journaux qui font des classements, que ça veut dire que d'autres formations sont moins bien. Je crois que ce qui compte, c'est de faire la formation qu'on a envie de faire. Ce qui compte, c'est de la faire dans les bonnes conditions qu'on a envie de faire. Vous savez, moi, je connais des élèves étudiants qui sont allés dans des licences très prestigieuses et et qui n'y étaient pas à l'aise parce que c'était pas le monde qu'ils avaient envie de. Voilà. Et ils auraient été sans doute beaucoup mieux dans leur université de proximité. Voilà. Enfin, moi, je me méfie des, vous voyez, des étiquettes, des images. Mais pour répondre à la question directement, eh bien, vous pourrez faire des tests pour les formations qui intéressent votre enfant en utilisant la question de la moyenne générale. Vous verrez non pas une prédiction, parce que je vous le redis, non pas une prédiction de son futur, parce que moi, je ne suis pas Madame Irma, mais vous verrez un constat des années passées. C'est un peu différent. Et moi, j'insiste aussi sur le rôle des parents pour à la fois éclairer l'information qui apparaît à votre enfant et puis relativiser aussi l'information qui apparaît. C'est-à-dire que on sait bien, il peut y avoir du côté lycéen en disant une vision du monde un peu tout noir, tout blanc. Voilà, la réalité, elle est plutôt un peu dans un panel de couleurs. Que veut dire EDS? Enseignement de spécialité. Comment sont prises? On en prend 3 en seconde que l'on a en classe de première et en classe de première, vous devez réduire à 2. C'est pour ça que pour les lycéens de terminale, dans l'exemple qui est sur la diapo de gauche, on ne choisit que 2 enseignements de spécialité, c'est ceux qu'on a en classe de terminale. Comment sont prises en compte les notes du bac de français? Alors, j'y reviendrai un petit peu après. Bon, je vous On prend propose de peut-être une. continuer et puis on Ouais, prendra voilà, je vous les autres propose, questions ensuite. on reprend, on devait être à la slide 17, si je ne me trompe pas. Voilà, quelques éléments de synthèse, là je vais aller jusqu'à à la fin. Quelques éléments de synthèse. Un, lorsque vous formulez des vœux après toutes les informations qu'on a commentées, vous pouvez faire jusqu'à 10 vœux pour des formations sous statut étudiant et 10 vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Vous avez la possibilité de faire des sous-vœux pour certaines filières sélectives. Je donne un exemple. Vous voulez faire le BTS commerce international, c'est un vœu. Vous pouvez choisir jusqu'à 10 lycées qui proposent le même BTS commerce international. Ce sont des sous-vœux. Les vœux sont formulés librement par les candidats. Il n'y a pas de classement par ordre de priorité. Vous m'avez déjà entendu le dire. Et une réponse sera apportée le 2 juin à chaque vœu qui a été confirmé.
La date de formulation du vœu n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que, vous avez vu, on s'inscrit à partir du 15 janvier. Il n'y a aucun sens à se précipiter pour finir ses vœux à la fin de la journée du 15 janvier. Ils ne seront pas plus pris en compte que ceux qui ont fait leurs vœux le 13 mars, qui est la date limite. J'y reviendrai juste après. Chaque formation, c'était une question posée tout à l'heure, n'a connaissance que du vœu que vous avez fait pour elle. Elle ne connaît pas les autres formulés, c'est votre propriété personnelle, vous n'avez pas à l'indiquer. Et si jamais une formation vous les demandez, vous le demandez, pardon, n'hésitez pas, vous mettez un messagerie sur contact sur Parcoursup et vous nous signalez ce comportement qui n'est pas acceptable. Quand un candidat accepte une formation, ça je vous le dis toujours, il a la possibilité de conserver des vœux pour lesquels il est en liste d'attente, parce que ça c'est la question angoissante numéro un. Est-ce que quand j'ai une proposition, je dois choisir tout de suite et de manière définitive, alors qu'il y en a une autre que je préfère? La réponse est non. Et puis un élément nouveau cette année, mais on y reviendra au fur et à mesure de l'année, mais je veux déjà vous sensibiliser à cette question-là. Eh bien, vous recevrez des propositions à partir du 2 juin, vous accepterez, vous renoncerez à des propositions, mais à partir du 6 juin et jusqu'au 10 juin, lorsqu'un candidat a des vœux en attente, il devra les classer. L'objectif, c'est d'accélérer le rythme d'envoi des propositions pour que le maximum de lycéens aient des propositions d'admission avant le début des épreuves écrites du baccalauréat, qui sont situées au 16 juin cette année. Slide suivante, s'il vous plaît. Je peux accéder à la 18, voilà, date limite pour formuler des vœux, le jeudi 13 mars. Vous avez donc le temps pour formuler des vœux 2 mois, entre le mercredi 15 janvier 2025 et le jeudi 13 mars 2025. Vous avez le droit, entre ces deux dates, de changer 800 fois d'avis sur les vœux que vous avez formulés dans votre panier. Moi, la seule chose qui compte, c'est la photo finish que je ferai le jeudi 13 mars à 23h59, heure de Paris. Pourquoi heure de Paris? Parce qu'il y a des candidats dans le monde entier et qu'il faut bien définir une heure limite qui s'applique à chacun d'entre eux. Slide suivante, c'est la question plus ou moins directe que certains d'entre vous ont posée. Qu'est-ce qu'il y a dans un dossier Parcoursup? Dans un dossier Parcoursup, je vais commencer par la droite. Vous avez bulletin scolaire et notes de baccalauréat. Donc l'année de première, bulletin scolaire et notes des épreuves anticipées de français. Voilà, c'était la question que vous m'avez posée. Mais aussi les notes au titre du contrôle continu du baccalauréat pour les lycéens généraux et technologiques. Année de terminale, bulletin scolaire premier et deuxième trimestre ou premier semestre. Évidemment, je n'intègre pas pour l'examen qui se déroule au mois d'avril les notes que les élèves passeront pour les épreuves qui passeront à partir du 16 juin. Ça vous paraît assez logique. Par contre, une fois que les résultats du bac seront connus, le 4 juillet 2025, toutes les notes du baccalauréat seront dans le dossier Parcoursup, mais elles ne seront qu'après l'examen principal fait sur les formations. Nous avons aussi des informations sur les parcours spécifiques, parcours en section européenne ou binationale, vous savez, les Bachi-Bac, ESA-Bac, Abi-Bac, mais aussi le bac français international. Nous avons, je l'ai évoqué tout à l'heure en réponse à une question, la participation au cordée de la réussite. Et cette année, nouveauté, les lycéens de terminale passent une certification en compétences numériques dans leur lycée qui s'appelle PIX. Eh bien, nous remonterons cette information dans le dossier Parcoursup. Et puis, il y a à gauche de l'écran des éléments sur lesquels soit c'est votre enfant qui va les compléter eux-mêmes, soit c'est votre lycée. Les trois premiers sont à l'initiative de votre enfant. D'abord, la rubrique activité centre d'intérêt, qui est une rubrique facultative, mais pour mettre en valeur des compétences, des engagements, des expériences qui vous sont personnelles. Rassurez-vous, il y aura une petite vidéo, une petite fiche méthode dans chaque dossier d'élève de manière à l'aider à remplir cette rubrique s'il le souhaite. La lettre de motivation, je le précise, elle n'est obligatoire que si la formation l'a demandé. Et évidemment, dans le dossier Parcoursup, quand vous faites un vœu pour une formation, vous avez la liste des éléments que vous devez renseigner. Autant quand vous faites le vœu pour ces formations, c'est avant le 13 mars 2025. Quand vous devez compléter votre dossier, c'est avant le 2 avril 2025. On vous laisse un peu plus de temps. Pièce spécifique ou formulaire, là aussi, si la formation a demandé des éléments complémentaires, cela sera affiché dans votre dossier et vous devrez le faire avant le 2 avril. Voilà, ça peut être différent. Je vous donne un exemple connu. Quand vous êtes intéressé par les diplômes nationales des métiers d'art et du design, eh bien,
on vous demande de téléverser un document qui atteste, en quelque sorte, ou qui traduit votre créativité artistique. Et puis, il y a la fiche à venir. La fiche à venir, c'est une fiche qui est renseignée par les enseignants et le professeur du lycée. Il y a 3 types d'informations. D'abord, on y retrouve des appréciations de chaque enseignant, et l'objectif, ce soit que des appréciations qui sont celles qui expriment un message vers les enseignants du supérieur, en méthode, comment dire, en éléments utiles en fait pour les formations post-bac. 2, vous avez des appréciations transversales du professeur principal de votre enfant, méthode de travail, engagement, par exemple, des éléments de cette nature. Et puis, il y a une appréciation personnelle du proviseur de l'établissement faite à l'issue du conseil de classe sur la capacité à réussir dans chacun des vœux différents. Ça veut dire que le proviseur peut avoir sur un vœu une appréciation positive et puis une appréciation peut-être moins positive sur un autre vœu parce que ce ne serait pas très cohérent avec le parcours de l'élève au sein de l'établissement scolaire. Les appréciations des enseignants du proviseur sur la fiche à venir, vous pourrez les voir, mais à partir du 2 juin, vous ne les verrez pas au moment où ils les écrivent parce que je suis à la fois extrêmement bienveillant à l'égard de l'humanité et en même temps je connais ses travers. Donc si on mettait ces appréciations, tous les parents feraient une pression sur les enseignants. Faites-leur confiance. En 8 ans d'expérience sur Parcoursup, je n'ai jamais vu de situation dans laquelle les éléments d'appréciation sur la fiche à venir ne soient pas des éléments que vous ayez pu deviner parce qu'ils font déjà partie du dialogue qu'ont l'équipe pédagogique du lycée avec les parents. Slide 20. Demande de césure. Vous voyez, je savais que j'allais en parler à un moment donné. On peut demander la césure dans le dossier Parcoursup. Cette information n'est jamais communiquée aux formations du supérieur. Elle ne l'est qu'à partir du moment où le candidat a choisi d'accepter un établissement. À ce moment-là, on communique l'information que le candidat est intéressé, le futur étudiant est intéressé par une césure. Qu'est-ce que ça veut dire la césure? Ça veut dire que le lycéen futur étudiant sera bien inscrit dans un établissement. Il devra même passer une convention avec cet établissement qui décrit ce qu'est la césure, ce qui veut dire qu'un établissement post-bac peut refuser une demande de césure. Moi, j'ai jamais eu de cas particulier, mais je pense que ce projet n'est pas du tout crédible. Donc la césure n'est pas accordée de plein droit, mais il faut le motiver et l'expliquer. Et puis à l'issue de la césure, c'est ça qui est important, c'est que l'étudiant inscrit dans un établissement, parce qu'il est inscrit, il a donc droit à la protection sociale, il peut le cas échéant avoir droit aux bourses, et quand il revient de sa césure, il peut, sans repasser par Parcoursup, réintégrer l'établissement. Autrement dit, sa place était gardée au chaud. Évidemment, et à mon avis, ça doit arriver énormément souvent, quand il y a des césures post-bac, moi je parie que l'étudiant qui revient après une année de césure est différent de celui qui est parti en césure. Et donc que ses projets personnels ou futurs projets professionnels ont évolué. Et donc, il a le droit de revenir sur Parcoursup pour aller choisir d'autres formations. Sa place est gardée au chaud, mais si ça ne l'intéresse pas, eh bien, il a le droit d'aller faire des vœux ailleurs sur d'autres types de formations que sur Parcoursup. Slide 21. Dernier jour pour compléter son dossier et confirmer les vœux, le mercredi 2 avril 2025, ce qui veut dire donc en creux que tous les vœux qui n'auront pas été confirmés le 2 avril à 23h59 ne seront pas des vœux comptabilisés, ils ne seront pas transmis aux formations post-bac, ils ne seront pas examinés, ils ne donneront pas lieu à une réponse. Évidemment, une semaine avant le 2 avril, nous enverrons à chaque candidat un petit récap de sa to-do list, les choses qui lui restent à faire. Et là, vous voyez mieux l'intérêt de l'inscription de vos coordonnées dans le dossier de votre enfant, parce que quand je lui écrirai avant le 2 avril pour dire voilà ce qu'il te reste à faire, eh bien, si vous avez inscrit vos coordonnées, vous recevrez le même message. Donc, 3 dates à retenir. 15 janvier, on peut s'inscrire et formuler des vœux. 13 mars, c'est la date limite pour formuler des vœux. Le 14 mars, on ne peut plus faire de vœux. Et moi, je ne fais pas de troc pour dire je t'en rends un et je t'en donne un en échange. Non, ça ne marche pas comme ça. 2 avril 2025, date limite pour compléter son dossier, pour renseigner les éléments qui doivent être renseignés et limite pour confirmer les vœux. Slide suivante. Un petit aperçu, mais là, c'est juste pour vous donner, pour faire du teasing, mais on aura une très longue session au mois de mai dans laquelle on reviendra sur chacun de ces éléments-là. À partir du lundi 2 juin 2025 arrivent les réponses et vous devez vous préparer à choisir. La phase principale d'admission durera entre le lundi 2 juin et le jeudi
10 juillet, et le jeudi 10 juillet, voilà, 39 jours. À partir du 11 juin, on ouvrira ce qu'on appelle une phase complémentaire qui permet de faire de nouveaux vœux pour des formations qui ont toujours des places disponibles. Et puis, à la question, est-ce que si j'ai rien du tout, il y a des solutions? La réponse est oui. À partir du mercredi 1er juillet, un candidat qui n'aurait pas eu de proposition d'admission, qui, à travers la phase complémentaire, n'en a toujours pas trouvé, a la possibilité de solliciter un accompagnement du rectorat à travers la commission d'accès à l'enseignement supérieur pour l'aider finalement à trouver une proposition qui lui convienne ou une formation qui lui convienne. Quelques les éléments de récap dans la slide suivante. Voilà. Quels conseils en fait pour synthétiser? D'abord, prendre connaissance du calendrier, des modalités de fonctionnement sur Parcoursup, vidéo, tuto. Vous verrez, à partir de la semaine prochaine, on commence à déployer, parce qu'on est en train de finir la mise à jour, j'en ferai même juste après vous avoir quitté. Beaucoup d'outils sont mis en place pour vous informer. Anticipez, n'attendez pas la dernière minute pour préparer votre projet d'orientation. Vous savez, il faut chacun trouve son rythme, il n'y a pas besoin de se précipiter, mais n'attendez pas la dernière minute. Alors, je pense, je ne vous vois pas, mais chacun hoche la tête en disant, mais oui, il a raison. Moi, je vous dis, là aussi, je vois la réalité. Il y a 50% des vœux qui sont quasiment faits dans les 2 derniers jours. Donc, chacun fait ça au dernier moment. Mais je ne donne pas de leçon. Je ne suis jamais dans les premiers à remplir ma feuille d'impôt. Donc, voilà, je suis juste conscient de la réalité de ce que nous sommes toutes et tous. Faites les vœux pour les formations qui vous intéressent, sans autocensure. Donc, soyez ambitieux quand vous voulez l'être. Enfin, on a la possibilité de candidater. Donc, faites-le. Pensez à diversifier les vœux en trouvant le bon équilibre entre des vœux ambitieux, des vœux de raison, des vœux de sécurité. Et surtout, évitez de ne formuler qu'un seul vœu. Il y a trop d'élèves chaque année qui formulent qu'un seul vœu. Alors là aussi, c'est important. J'ai évoqué la date limite des vœux le 13 mars. Ben, je sais pas, moi, à partir du 5-6 mars, j'enverrai un message à tous les candidats et donc à leurs parents qui ont indiqué leurs adresses mail si je trouve des candidats qui n'ont fait qu'un vœu. Si je trouve des candidats qui ont fait des vœux dans toutes les universités hors de leur académie, alors qu'on l'a vu ensemble tout à l'heure, il est prioritaire dans son académie. Je ferai des alertes à des candidats bacheliers professionnels qui n'ont pas fait de vœux en BTS alors qu'ils sont prioritaires. Et ce que je vous dis là, moi, les éléments d'observation, d'indication, les enseignants de la classe ont les mêmes. C'est-à-dire que le professeur principal sait qui dans sa classe n'a pas fait de vœux, qui dans sa classe n'a pas fait des vœux de manière diversifiée. Ne restez pas seul avec votre question, échangez dans le lycée, profitez des moments d'échange avec les enseignants, les étudiants du supérieur. Il y a beaucoup de dispositifs, les lives, là aussi, que j'ai indiqués. Préparez-vous à la phase d'admission. Là, c'est un premier type de message. Je fais ma première couche de peinture, mais on y reviendra. J'y reviendrai tout au long de l'année avec vous. La phase d'admission va vite. Vous devez répondre aux propositions qui vous sont faites. Alors, il faut se préparer à faire un choix. Ce n'est pas parce que je n'ai pas demandé à l'élève de classer ses vœux au moment où il les formule que ça ne veut pas dire que dans la tête, il faut qu'il réfléchisse à si j'ai 2 propositions qui arrivent en même temps, qu'est-ce que je vais choisir? Parce qu'à la fin, c'est toujours un choix qui est à faire. Rassurez-vous, Parcoursup, c'est une première étape de choix et on a le droit de se réorienter. Je rappelle, l'an dernier, 169 000 candidats qui se sont réorientés. Vous voyez, si votre enfant le fait, il ne sera pas le seul. Et la réorientation n'est pas comme, alors je vais dire à notre époque, le synonyme d'un échec. La réorientation peut être aussi des candidats qui découvrent une formation qui va encore plus les intéresser et c'est des passerelles aussi. Toutes les réorientations ne passent pas non plus par Parcoursup. Donc voilà, il faut le savoir. Il ne faut pas se laisser enfermer dans un discours stressant euh, euh, qui consiste à se dire mon seul choix dans la vie à faire, c'est ce que je vais faire sur Parcoursup et après, toute ma vie est engagée. Moi, je sais bien que les médias, que les coachs ont intérêt à vous dire ça parce que vous voyez bien, les uns pour vous faire acheter du papier, les autres pour vous faire acheter des prestations. Moi, ce que je vous dis, la réalité, c'est que on peut se réorienter, on peut changer de parcours, donc il ne faut pas croire à ce déterminisme. Moi, j'ai commencé par une licence d'histoire, j'ai ensuite fait une licence de droit, je suis rentré au ministère de l'Intérieur et je suis au ministère de l'Enseignement supérieur.
Le parcours est tout sauf rectiligne et il va très bien et il est beaucoup le cas de beaucoup de parents. Donc ne laissez pas dans la tête de votre enfant penser que son parcours est strictement rectiligne. Et ne mettez pas, parce qu'on est entre nous, ne mettez pas non plus la pression à vos enfants pour leur expliquer que s'il ne fait pas ci, il n'aura pas ça. Enfin, vous voyez, ce n'est pas la réalité de la vie et heureusement encore. Slide 24, s'il vous plaît. Euh, des services sont là pour répondre à vos questions tout au long de la procédure. Un numéro vert 0800 400 070 avec des numéros verts spécifiques pour les outre-mer compte tenu des calages horaires, évidemment. Tout cela, vous le retrouverez sur le site parcoursup.gouv.fr. Une messagerie contact que vous pourrez activer directement depuis le dossier Parcoursup à vos enfants pour interroger directement les professionnels de Parcoursup. Les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes très présents, abonnez-vous, on est sur Instagram, on est sur X, on est sur Facebook pour suivre l'actualité. Le canal d'actu WhatsApp que je l'ai dit, alors elle a été référencée depuis hier, mais donc si vous tapez sur WhatsApp Parcoursup Info, vous trouverez là aussi, abonnez-vous, ouvrez les notifications, on fera très régulièrement de la communication de manière à vous informer des dates, des échéances, des conseils, des petites vidéos à aller regarder. Vous nous avons beaucoup de quiz, une FAQ très riche avec un moteur de recherche intégré, puis un site d'entraînement qu'on mettra à disposition sans doute à la fin du mois de janvier pour exactement voir comment ça marche la phase d'admission, de manière à ce que vous soyez sans stress. Mon objectif, c'est simplement que vous puissiez vous concentrer au maximum, non pas sur Parcoursup parce que c'est très facile, mais sur le choix que vous avez à faire en termes de formation. Enfin, dernière slide, euh, importante aussi parce que quand on devient un étudiant, on n'est plus un lycéen par construction, et il faut aussi penser à des éléments qui sont liés finalement à ce que sera la vie étudiante. N'hésitez pas à penser les bourses sur critères sociaux, l'aide à la mobilité Parcoursup 500 € pour aider les lycéens boursiers qui vont déménager et s'installer dans une autre académie. Solliciter aussi un logement en résidence universitaire. Et puis, rappelez-vous toujours qu'en termes de protection sociale, santé, les étudiants sont affiliés automatiquement au régime général de sécurité sociale et qu'il existe des complémentaires santé solidaires auxquels vous pouvez évaluer votre droit en fonction, évidemment, de votre situation financière. Voilà, toutes ces ressources-là, elles sont importantes parce que, évidemment, vous allez me dire, Parcoursup, c'est stressant, mais moi, je connais la formule, c'est-à-dire que c'est une formule résumée parce que Parcoursup finalement incarne, matérialise beaucoup d'autres changements. Un changement de résidence, on va quitter ses parents, un changement d'environnement. On était super tranquille au lycée, tout d'un coup on change de vie. Voilà, c'est ça que résume le mot Parcoursup. Alors c'est facile de dire que Parcoursup est stressant. Je pense que ce qui est plus stressant, c'est, vous savez, un changement de vie qui est un changement important, mais en même temps qui est un changement plein d'épanouissement. Votre lycéen deviendra un étudiant, alors progressivement il vous quittera, hein, chacun aura fait son deuil, mais lui il s'envolera de ses propres ailes, et ce que vous savez, vous connaissez la formule très célèbre, chacun d'entre vous en tant que parent, ce que vous avez essayé de lui donner, c'est des racines et des ailes. Voilà ce que sera aussi pour Parcoursup, en espérant qu'il vole le plus loin possible et le plus haut. Merci beaucoup pour votre attention. Il y a peut-être encore quelques questions, si besoin. Vu l'heure qui passe, parce que c'est très intéressant, ce que je propose. Alors, je rappelle que les questions sont uniquement posées par écrit, que comme vous êtes très très nombreux, on ne peut pas les prendre à l'oral. Je vous invite, c'est à consulter donc tous les documents que Monsieur Teilhard vous a listés, pardon, les FAQ, les sites, etc. Si jamais vous ne trouvez pas réponse à vos questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à la Fédé qui relaiera, parce que là, je crois qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de questions encore qui sont en attente. Je vais quand même vous en poser une. Est-ce que c'est normal que certaines formations demandent des frais quand elles sont sur Parcoursup? Des frais d'études, pardon, des frais d'études de dossier. Oui, alors c'est normal au sens où ça n'est pas moi qui prends cette décision. C'est une décision qui est propre à chacun des établissements. Vous savez, sur Parcoursup, vous avez des établissements publics avec un financement de l'État. Vous avez aussi des établissements privés sans financement de l'État. Alors, on est tous trop grands pour ne pas savoir que la gratuité, ça n'existe pas dans ce bas monde. Quand c'est gratuit, ça veut dire que c'est compensé. Et je veux dire, c'est
tous bien collectivement que nous sachions que une formation universitaire dans laquelle votre enfant va rentrer en payant 175 euros, cette formation, elle coûte en réalité 10 000 euros. Et c'est l'effort collectif national via nos impôts qui payent cette différence. Pour l'accès à certaines formations, elles ne sont pas financées par l'État et ils ont besoin de se financer. Le financement se fait par des frais de candidature. Ce que moi, je vous garantis, Parcoursup, c'est que s'il y a des frais de candidature, ils sont mentionnés sur Parcoursup. Ça n'est pas moi qui décide du montant mais simplement c'est un conseil d'administration, c'est une décision, voilà. Et puis n'oubliez pas que sur des frais de candidature, il peut y avoir des exonérations de frais qui sont liés au statut social, c'est-à-dire que si vous êtes un étudiant boursier, un lycéen boursier, vous pouvez être complètement exonéré de ces frais de candidature. Je vous remercie. Donc toutes les questions, voilà, elles sont nombreuses. Il y en a certaines auxquelles on a répondu en direct et ce que je ne peux faire, c'est que vous donner rendez-vous. Donc le prochain webinaire organisé par la PEP, c'est le 1er février. Le dernier, donc le 3e, sera le 28 mai et nous aurons là l'occasion de revenir sur un grand nombre de questions que vous vous posez par rapport aux résultats, par rapport, comment on les organise et cetera. Donc tout ça, je pense que vous l'aborderez au 1er février. Bien sûr, Je vous remercie beaucoup, monsieur Teilhard, pour, je vous en prie. votre intervention. Merci à tous d'avoir participé, vous avez été très nombreux. C'est preuve que l'engouement à Parcoursup est important et je ne peux que vous inviter alors soit à revoir ce webinaire sur notre chaîne YouTube, Action PEP, soit à vous connecter sur le site de la fédération. Vous aurez accès donc dans le centre ressources. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un mot de passe, hein, vous avez accès au PowerPoint qui vous a été présenté. Vous avez beaucoup de félicitations, beaucoup de remerciements, beaucoup de messages positifs par rapport aux évolutions qui ont été faites sur Parcoursup. Donc c'est intéressant aussi de vous les faire remonter. Il n'y a pas que de la mauvaise critique, il y a de la très bonne critique. Très bien. Je Ah je oui. vous remercie. Merci beaucoup à toutes et tous. Très bonne continuation et très bonne fête de fin d'année. Merci à À vous. vous également. Merci beaucoup, monsieur Teilhard. Au revoir. Au revoir.